La carte cachée. Tu sais quoi la carte cachée? La carte cachée, c'est une boutique de cartes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas juste de cartes. En fait, il y a des cartes de sport, des cartes TCG, vous avez de la memorabilia, puis vous avez aussi même des jeux vidéo rétro. Hein? Vous avez ça. Puis ça donne bien. Je suis présentateur du podcast, mais aussi je suis copropriétaire. Fait que je sais de quoi je parle quand je dis on va vous accueillir les bras ouverts, une belle petite gang. Moi, Fred, vous pouvez venir voir Tommy aussi. Je répète l'adresse. 149 Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. On offre aussi les services de consignation, services de grading et services d'évaluation de collection de cartes ou même de jeux vidéo. Donc, c'est un rendez-vous en boutique. Je vous souhaite une bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Construction Saint-Martin. Si vous avez des projets de réno à réaliser, vous pouvez les contacter. Ils ont leur licence en règle. Ils vous font ça clé en main pour des excavations, divisions, paysagement, pavés unis, sont vraiment parfaits. Ils sont de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous pouvez vraiment appeler Francis, le propriétaire. Il va vous faire tous les projets que vous avez en tête. C'est un magicien. Et puis, je vous laisse le numéro de téléphone 514-910-70-72 ou vous pouvez leur écrire à info@constructionsaintmartin.com. Il vous souhaite une bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Cartes sur table. Aujourd'hui, je reçois un gars que je connais depuis plusieurs années. Ça doit faire au moins 10-15 ans je le connais. On accueille Jesse Fuchs. Comment ça va, Jess? Ça va correct. Correct, OK. T'es-tu correct dans le bon sens ou correct? Correct. Ça va correct dans le sens que là, présentement, t'assistes à ma face de gars qui sait que comme on fait quelque chose de public. Ouais. Mais quand on sort d'ici, je suis en train d'essayer de gérer un burn-out, là, présentement. OK, je comprends. Fait que genre, la gang, c'est un message que je vous lance. Des fois, ces faces-là, c'est pas la vérité. Les gens vivent des choses dans leur vie. Ouais. Tu fais en sorte que ça aille bien quand même? Là, ça fait 2 mois là, que c'est rough. Puis là, ça fait 1 semaine que je suis comme ah ouais, ok, là, c'est sûr que c'est ça, là, c'est ça qui se passe. Fait que je fais encore mes activités qui ont de l'air, mettons, comme ça, Rouge Pompier. T'sais, là, on prépare un show au Club Soda, fait que je suis vraiment mindé là-dessus, mais je commence vraiment à couper pour les 2 prochaines semaines toutes les autres activités qui sont comme pas reliées à ça. Je comprends. Tu veux-tu te médicamenter ou Non. OK. C'est le médicament essentiel, c'est de l'eau et du sommeil. Oui, mais oui. Puis moi déjà, je consomme pas de drogue, alcool, rien puis tout, mais le sommeil. Ouais. Je sais pas pourquoi je suis pas bon avec ça. J'aime ça dormir, mais je dors jamais. Fait que mon cerveau est tout le temps à on, puis là, ben ça m'amène à des moments comme où est-ce que je fais comme Je suis exactement comme toi. Fait que faites attention à la gang, à vous autres. Des fois, là, devant les caméras, on est bon, on sourit, puis tout, là, parce que ça fait partie de notre travail. Oui. On a la switch à on. Oui. Mais j'espère que tu vas passer une belle heure avec nous. Absolument. Autres, c'est pour ça que je suis ici. Okay. J'ai choisi d'être ici malgré tout, parce que celle-là, ça me tentait. Numéro 1, yes sir. Ben, on commence tout le temps au podcast à demander, là, mettons, là, je sais que tu es collectionneur, tu me dis quand tu étais plus jeune, là, on a parlé avant, je vais te laisser l'expliquer. Tu as commencé vers quel âge, mettons, à triper sur ces affaires-là, ramasser des trucs, collectionner ou... Ça, c'est ma plus grande déception aujourd'hui, OK? C'est que moi, quand j'étais plus jeune, il y avait les films Contes pour tous, puis il y a eu le film Les Aventuriers du Temps perdu. OK? Oui. Là, je pars raide, OK? Mais il y a une partie du monde qui écoute ce podcast-là qui vont comprendre où on s'en va avec ça. Ces personnes-là, présentement, ils trippent parce que dans ce film-là, c'était des enfants qui voyageaient sur les timbres. Oui. Rien de moins. Okay? Un asti de concept. Un asti de concept parce qu'il y a comme une formule magique, là. Puis là, Tommy Tricker. C'est ça. Il allait sur des times. Puis là, il adressait l'enveloppe, Chine, telle adresse. Puis là, il pouvait ressortir du timbre rendu en Chine. Ça, c'était de la magie pour des enfants qui ont 7-8 ans. Tellement un bon film. C'est Rock de Mers qui a fait ça. C'est ça, exactement. Fait que ce film-là, moi, il m'a fait capoter. Mais Post Canada sont pas fous. Non. Puis les autres, ils étaient comme, on va en profiter. Fait qu'ils ont parti en même temps que le film, le Club des Aventuriers du Timbre perdu.
Ça, j'étais un petit peu trop jeune. Moi, le film, je l'ai vu, mais tout le branding autour, j'étais trop jeune. J'étais trop... Là, je ne sais plus quelle année on parle, mais probablement 86, 87. À peu près, 88. Puis là, tu pouvais t'inscrire. Puis là, tu apprenais à être un philatéliste. Tu collectionnais les timbres. Puis ça, c'est mon petit côté nerd. Que le monde sont comme c'est dans des bandes de rock. Puis tout, je suis comme moi, mais j'ai déjà été philatéliste aussi. Quand même, hein? Quand même. Puis la meilleure bout de l'histoire, puis c'est pour ça que je suis content qu'on le dise au début du podcast parce que ça va accrocher le monde, OK? Moi, je suis dans un band, OK? J'ai eu plusieurs bandes, puis j'ai une maison de disques, OK? Mais quand on a parti la maison de disques, on n'avait pas d'argent, là, tu sais, c'était le début de ce qu'on faisait. C'est du punk rock. Fait que moi, j'avais une très grosse collection de timbres. Oh! Puis, quand venait le temps d'envoyer des disques dans les médias, à un moment donné, je me suis dit, cette collection de timbres-là, là, oh non. Tu sais, oui, elle vaut au moins ce que j'ai payé pour, plus peut-être un peu, 25 ans plus tard. Mais pas une fortune, tu sais. Oh. Mais on n'avait pas d'argent dans le compte en banque, puis tout. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Ben, j'ai envoyé tous les premiers albums d'Extérieur dans les médias avec des timbres super rares. Oh, ouais. Oh oui, monsieur. J'en reviens pas. Puis je m'attendais pas à ça. En fait, au bureau, à un moment donné, quand j'ai pris cette décision-là, je suis arrivé avec tous mes cartables, là. C'était tous des timbres neufs du Canada. J'avais 100% de tous les timbres du Canada qui avaient été émis entre 86 et 2003, mettons. Aucun sens. Puis, j'ai pris chaque enveloppe, là. Ben là, c'était des beaux timbres. Là. Il y avait du artwork incroyable. Là. Il y avait des affaires le fun. Il y avait genre des gros timbres de 5$. Là. Il y avait des formats vraiment spéciaux. Puis, ça rentrait dessus l'enveloppe. Des fois, non. C'est ça. Des fois, c'était un peu fucké. C'était plus gros que l'adresse, genre. Mais la gang au bureau ont quand même beaucoup aimé cette période-là où est-ce que c'était aussi un peu créatif. Puis tu découvrais l'art qui avait été mis sur des timbres. Tout ça. Puis c'est sûr que quand t'es petit, t'apprends à regarder les dents sur les côtés, les formats, comme les dates. C'est ça, t'apprends ces affaires-là. Puis éventuellement, quand venait le temps de les mettre, cette décision-là, je la regrette pas encore aujourd'hui. Ben, je trouve ça... Je trouve... Ben, c'est punk rock en c'est punk, là. C'est punk. Mais il n'y a pas plus punk que ça. Mais j'arrive aujourd'hui, puis je peux pas te montrer toute ma collection. Parce que je l'ai... Tu l'as dilapidé un peu dans les exactement. J'ai peut-être un ou deux livres qui me restent avec des timbres qui étaient déjà étampés de d'autres pays, des affaires comme ça. Le bout peut-être un peu moins intéressant, mais que quand j'étais petit, je trouvais ça le fun à regarder. Ouais, c'est cool. J'avais comme des timbres de plein de pays. Fait que ça, c'était vraiment le fun. C'est mon côté nerd. Là, mais on se rejoint là-dessus parce que début des années 90, moi aussi, j'avais mon album de timbres. Ouais. Mon père collectionnait beaucoup les timbres, puis il m'en soignait 2-3, il y en avait des doubles, des pas beaux, mettons. Là. Puis il m'en soignait, puis j'ai trippé, je te dirais, 1 an là-dessus. Ouais. Puis c'était comme en même temps que les cartes de hockey. Fait que les timbres ont pris le bord vite. Là. Les timbres, c'est pas si cool que ça. Mais aujourd'hui, quand je vais au bureau de poste, par exemple, on fait encore ça aujourd'hui. Parce que souvent, on va envoyer des trucs par la poste carrément avec des timbres. C'est une bonne façon de payer un peu moins cher des fois. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on achète les fameux rouleaux un peu génériques. Là, t'sais. Ça, on fait ça. Mais quand j'ai la chance de les switcher puis de prendre des timbres cool, pour le même prix, je le fais. Là, des fois, j'arrive au bureau, puis là, récemment, il y avait les timbres de Musique Plus qui ont sorti. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Je pense que j'ai acheté pour 800$ de timbres Musique Plus parce que anyone aurait payé 800$ pour l'autre petit rouleau un peu générique avec la face genre du roi ou je sais pas trop. Fait qu'on a acheté comme 800$. C'est cool, je veux dire, quelqu'un qui reçoit un paquet de Slam Disc, il y a ça, tu sais, c'est comme, c'est cool. Puis, veut pas, ceux qui collectionnent, ils prennent ces timbres-là. Oui, c'est ça. Tu comprends? Fait que c'est cool, tu redonnes. Puis, il y a plein de monde qui en fait, il y a les jeunes aujourd'hui, on comprennent peut-être même pas la poste, en fait, quand tu y penses. Moi, j'ai eu des employés qui ont fait que je leur explique comment faire pour envoyer une lettre, tu sais. Parce que c'est plus commun. C'est plus quelque chose tu reçois des lettres, mais tu n'en envoies pas tant que ça. C'est vrai. Fait que les timbres, ça fait longtemps là, que le monde sont plus là-dedans. Mais il y a eu une époque où ça, c'était une bonne façon de diffuser de l'art. Oui. Puis encore aujourd'hui, un peu, il y a comme une forme de mémoire, mais il y a de l'art aussi qui est fait pour ça. Pour faire un thème, c'est pas simple. Il peut y avoir de quoi de vraiment cool dans les timbres. Je me souviens qu'il y en avait des fucked up, mais c'est drôle que tu partes avec ça, les timbres. Je m'attendais pas à ça. C'est pas là que... Mais la conversation que tu as dans le podcast, c'est souvent, mettons, cette carte-là, c'est un hit, à vos chers, nanana. Ben, dans les Aventuriers du temps perdu, t'avais le fameux Blue Nose. Oui. Que si le Blue Nose, t'avais l'homme dans le mât, t'étais la personne qui avait le timbre le plus cool sur la planète. L'histoire était cool en L'histoire était malade. Puis c'était une vraie histoire. C'est-à-dire que le Blue Nose, là, ça existait qu'il y avait des défauts dessus. Puis si t'avais un qui avait un défaut dessus, là, ça valait super cher. Dans le temps, mon père m'a dit, dans le temps, c'est comme 10 000
le Blue Nose avec le défaut. C'est ça. Mais man, aujourd'hui, t'as ça, tu sais pas. Tu sais, le monde ne sont pas alertes à ça nécessairement si t'es pas là-dedans. Non. Mais il y en a peut-être des Blue Nose demain qui sont passés dans les mains du monde et qui ont fait un timbre avec un bateau. Je suggère à tout le monde, là, s'ils veulent, aller sur Internet. Là, c'est sûr que si tu tapes Blue Nose, mettons sur eBay ou je sais pas sur quelle plateforme, là, tu vas en trouver là, des cool timbres. Tu vas dire, waouh, c'est encore recherché. Ouais. C'est un peu comme ceux qui collectionnaient les pièces de monnaie. J'ai déjà fait ça. J'avais genre toutes les 1 cent depuis 1950. Tous les... Puis ils font aussi des impressions spéciales, les $2. Là, fait que il y en a qui viennent à la boutique, là, ils me donnent ça. Je dis, hey, vous êtes sûr que vous voulez pas le garder? On est une boutique de collection. Vous voulez pas le garder, vous êtes sûr? Il est spécial, celle-là? Souvent, ils me disent, avec ta gueule. Ah ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, moi j'ai ça aussi à quelque part dans mes affaires, genre un vieux 2 piastres, un vieux 1 piastre. Ouais. Tu savais qu'il y a un numéro, il y a un des 2 piastres, il y a un numéro, je pense que c'est les 5 premiers chiffres ou les 5 derniers chiffres. Hein? C'est comme 50 000 qui vaut. Là, puis c'est vraiment, mettons, on va dire c'est une édition limitée. Ouais. Mais faut que tu checkes tes numéros, faut que tu checkeras ça. Tape sur Google. On est à la bonne place pour parler de... Avant les cartes Pokémon, il y avait la monnaie, les timbres. Il y avait quand même cette option-là d'avoir quelque chose de rare, que s'il l'avait fait en peu de quantité, etc., il y avait comme ce concept-là. Je trouve que c'est comme la même vibe pour n'importe quoi aujourd'hui qu'on parle de collection. Puis toi, t'étais un peu trop vieux aussi, mettons, pour arriver... il n'y a pas de trop vieux là, dans les collections, mais je veux dire, dans les cartes Pokémon. C'est sûr. Toi, t'étais probablement direct dans la vingtaine, fait que tu t'en sacrais pas mal des cartes Pokémon. En fait, ça... Même aujourd'hui, tu sais, je comprends que, mettons, Preach, il est comme, tu sais, moi, je suis là-dedans, mais pas moi. Ouais. J'ai pas embarqué. OK. Je te dirais, le hype Pokémon des côtés adultes, c'est vraiment un côté mercantile. Ouais. Vraiment. Ouais, il n'y a personne, genre... Ils vont dire, hey, je peux te dire que la carte est belle, là, mais il n'y a rien... Un adulte, il n'y a rien qui top quand il sort une carte Pokémon puis qu'il voit des piastres au bout. La face qu'il fait, là. Comment tu peux faire de l'argent avec une carte Pokémon, là? C'est fou, raide, là. Ben, une des premières conversations qu'on a eues, toi puis moi, c'était aussi beaucoup pour... Ben, faut quand même que si tu rentres dans ce projet-là, faut que ce soit pour le fun. Ouais. Parce que la réalité, c'est que, tu sais, oui, là, il y a des cartes qui vont valoir un peu plus cher, des affaires comme ça, mais la réalité, là, c'est que c'est pas de même que tu vas faire de l'argent dans la vie, là, tu sais, là. Tu vas en dépenser probablement plus que tu vas en faire. C'est ça. Fait que... Mais ça arrive des succès. Ben oui, c'est ça. Tu sais, ça arrive, là, quelqu'un qui est... Tu sais, première carte, il va pogner quelque chose de hot, puis ça lui donne vraiment la piqûre. Souvent, la valeur de la carte qu'il a eue, la piqûre que ça lui a donnée, il va tout reprendre repasser son cash. Ben, c'est quoi que dans le deuxième épisode avec Phil Laprise, là, il pogne un Lane Hudson, puis là, il est comme, je te donne en échange d'un autre truc de carte d'F1, tu sais. Puis moi, je suis comme, il a pensé à peu près 3 secondes, puis il était déjà en train de faire l'échange. Il a pas apprécié le moment, je trouve. Il a pas apprécié. Non, il a apprécié le moment quand il m'a sorti une Lane Hudson d'en face. Fait que non, mais oui, c'était un bon épisode. J'ai vraiment trippé. Phil, en plus, il est éclaté en tabarnouche. Là, puis, non, mais c'est ça. C'est que souvent, quand tu vas y aller pour le cash, mettons, c'est vraiment différent d'une collection. Là. Puis tu le vois. Là, mettons les clients en boutique qui rentrent, là, tu le vois tout de suite. Mettons, ceux qui vont te demander les bulks en arrière, les boîtes. Eux autres, c'est des vrais. Eux autres, ils veulent finir les collections, veulent faire ils crissent pas des hits, mais je veux dire, ils veulent la collection. Ça, c'est des personnes qui sont vraiment collectionneurs. Puis c'est pas mauvais, là. Ben non. Au contraire, au contraire, en fait, tant mieux si les gens ont comme des hobbies qui sont sains. Dans le sens où je comprends que, mettons, quand tu fais du gambling dans la vie, il y en a qui vont dire non, c'est sain ce que je fais. J'imagine que dans les cartes, il y en a qui sont fous avec ça un peu aussi. Là. Mais je pense que il y a un côté dans les cartes qui est un peu qui va chercher notre enfant intérieur. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau que ça existe. Qu'on a le droit de se laisser aller là-dedans et de regarder une carte de hockey. Ça, je trouve ça plus sain que d'autres affaires. C'est sûr et certain, je suis d'accord. Mets ton argent sur des cartes de hockey au lieu d'ado. Moi, dans ma tête, tant qu'à faire. Là. Puis non seulement ça, mais venez les acheter à carte cachée en plus. C'est encore mieux. Puis votre dope, allez l'acheter à carte cachée aussi, j'imagine. Je sais pas trop. C'est encore mieux. Puis là, quand... Tu vas avoir une succursale à côté, genre. Oui, vraiment. La SQDC, puis la carte cachée, choisis. C'est quoi ton problème dans la vie? Je faisais la porte. C'est bon. C'est bon. Je prends note. Il y en a que c'est les vinyles, ils vont à côté au noise. Ouais, pas trop, genre. Mais ça, c'est bon avec Julien, là, on se le dit tout le temps. Là. Si tu collectionnes les vinyles ou si tu aimes la musique, ça se pourrait que. C'est quoi, Drula, il est dégueulasse. J'ai des clients qui sont maintenant des clients, mais qui étaient des clients du noise.
j'en ai quelques-uns qui sont rentrés. J'étais tellement focusé sur le noise, j'ai jamais vu qu'il y avait des cartes. C'est fini, man. Il rentre, c'est terminé. Là. Ouais, c'est quoi qui se passe, le hype Pokémon? Viens me te montrer. Puis là, man, ça, c'est fini. Nous autres, en tant que band Rouge Pompier, on se fait le plaisir d'aller à Saint-Jean parce qu'on a comme 4-5 petits stops à faire quand on y va. Fait qu'on va manger au restaurant de déjeuner à côté, au coin. Là, comment ça s'appelle? Ariel? Amiel? Voyons, c'est juste... Armel Café. Armel Café. C'est bon, ça. Nous autres, on est un band de bouffe. Okay? Nous autres, on veut manger. Puis ça, cette place-là, c'est dans notre top. Vraiment. Après ça, on passe au Rookery. Toi aussi, t'as une casquette parce que c'est quand même Louis, notre chum, puis tout. Fait qu'on passe au Rookery. Puis d'ailleurs, je le dis, Rookery est commanditaire. Ben oui, c'est ça. Puis moi, j'ai mis la casquette par hasard là, aujourd'hui, mais je sais qu'il est commanditaire de ton podcast, mais c'est des chums. Fait qu'après ça, tu peux aller à Carte Cachée, tu vas au Noise. Au Belgo, il y a un autre magasin. Si après tout ça, t'as faim, tu vas au Belgo manger une petite poutine. Ah non, pas vrai. C'est comme mettons, tu veux faire du tourisme, là, comme Québécois, tu passes à Saint-Jean, cette rue-là, c'est hot. C'est parfait, Saint-Jean, c'est parfait. Moi, j'ai dit, je viens pas de là, mais Saint-Jean, là, c'est ça à coche. Là. Puis là, tu viens voir Rouge Pompier quand on fait des shows là, en même temps. La journée qu'on fait un show à Saint-Jean, là, toi, tu viens faire tout ton magasinage, puis le soir, tu viens voir un show. On va jouer avec mon oncle Serge bientôt, là, au début de l'année prochaine. Je pense que c'est le 164? Non, la grosse place là, à Saint-Jean. Le Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Oui, OK. C'est ça. Vous allez jouer là? Avec mon oncle Serge. Tabarnouche, c'est une grosse salle. J'ai été voir des shows d'humour, là, puis c'est très gros. Je l'avais fait avec Extérieur à l'époque. Là, on a fait le 164 avec Rouge Pompier cette année, mais là, l'année prochaine, on revient avec mon oncle Serge. Fait que là, cette journée-là, tu vas faire Carte Cachée, Noise, c'est ton pèlerinage Saint-Jean sur les Saint-Joannais. Oui, c'est ça. Pèlerinage de Saint-Joannais. Fait que là, on a fait les thèmes. Ouais. Ça, c'est le début, là. C'est le début. Après ça, on s'en va vers où? Je vais apporter une boîte, OK? Shoot! OK. Comment je peux t'expliquer? J'avais hâte d'être ici parce que je voulais te montrer que moi, j'étais tombé dans la marmite de la revue Safarir quand j'étais petit. Ben oui. Okay? Ben oui. Au point où est-ce que... Puis là, il y en a qui vont peut-être avoir la référence, puis peut-être d'autres noms, là. Mais il y avait comme le salon Pepsi Jeunesse qui existait au Stade olympique. Puis il y a une année, j'avais été là, puis il y avait un kiosque Safarir, puis c'était comme une des premières années qui était là. Puis moi, j'arrive là, puis je fais comme, aïe, les bandes dessinées, ça m'intéresse, tu sais. Puis là, tu vas acheter des numéros. OK. À rabais. Fait que là, mettons qu'il y avait sorti 25 numéros. Il y avait à peu près les 25 numéros disponibles. Puis là, moi, j'étais parti avec tout mon argent de poche, puis j'avais acheté plein de numéros. Okay. Après ça, je m'étais abonné à ça. Puis ça, c'est aussi fin des années 80, début 90. Puis là, après ça, je suis resté abonné. Pareil comme le Club des Aventuriers du Thème perdu, ça, là, je suis resté abonné à ça pendant 20 ans. Là. C'est-à-dire qu'il m'envoyait les thèmes automatiquement. Là. Mais ça a duré combien de temps? Ça a arrêté en... Les Aventuriers du Thème perdu, ça a Non, mais les Safari, ça fait, mettons, peut-être, je sais plus, 5 ou 10 ans que ça n'existe plus, mettons. Mais ça a duré là, vraiment longtemps. T'sais. Ça fait 5 ou 10 ans que ça n'existe plus? Ah, je pense que... moi, je t'aurais dit même après 2008, mettons. Ah oui, non. Je sais pas. Il faudrait vérifier. Parce que... Il y a une chose, et ça, c'est que j'ai été abonné jusqu'à la fin, je pense. OK. Je les ai tous reçus. Wow. Puis après ça, à un moment donné, j'ai déménagé il y a peut-être 5 ans. J'ai mis ça dans des boîtes. J'avais plus de place. Je mets ça dans mon locker. Puis toi, tu m'invites pour venir ici. Puis je fais la collection de Safarir. Puis ça, où tu montrerais ça? Où est-ce que je pourrais montrer ça? Ça vaut pas grand-chose, by the way, j'ai vérifié. OK? Fait que là, j'avais des bons premiers numéros super rares. Puis tout à patente. Des centaines de numéros. J'arrive dans mon locker en bas. Oh non. Il y a eu une inondation. Oh! Oh non! Tu n'avais pas vu avant? Ben non, ça fait 5 ans que c'était en bas dans mon locker. Pogné en pain. Hey, mais sérieux, ça a dû te pincer. Ça m'a fait quelque chose, même si je sais que ça vaut rien. Ça m'a fait quelque chose. Ben, je comprends. Oh non! C'est quand même crissement drôle. C'est drôle, mais c'est pas drôle. Là. On va les montrer à tout le monde. Oui, là, oui, on va les montrer. Ça a l'air de ça, un Safari qui a pogné l'eau. Ça, c'est... Attends, on peut voir la date, mettons, ici. Là. Numéro 39. Ouais. Ça, c'est... Attends, ils disent pas la date, c'est dessus. Hey, j'ose même pas. Ça fait vraiment bon sens. Je sais pas s'il y a une date à quelque part. Pete Kevlar. Michael Jackson de A à Z. Donc, ça doit être avant 2010. Mais... Oh, il y a une année, là, ici, là, m'a le trouvé, là. Attends une minute, là. Quand ils disent bibliothèque... 87. Hey, attends, wow, j'ai le numéro 1. Non, attends. Le magazine du monde numéro 1, excuse. Ouais, c'est ça.
Mais c'est quand même Mitsu avec mon cowboy, là. C'est ça, exactement. Mais 87, 86, là, c'est le début. Tu sais, tu pouvais comme envoyer un genre de coupon. Pour t'inscrire. Puis là, tu pouvais avoir les anciens numéros, tu cochais les numéros, tu disais je veux numéro 2, 3, 4, t'envoyais un chèque. Puis t'envoyais ça si tu voulais. T'expliqueras ça à tes employés. Les employés, ça. Quoi? Bon. Fait que tu sais, genre Patrick Roy, tu sais, dans le temps qu'il était goaler jeune, là, tu sais, mettons, avec des caricatures. Bon. Ceux qui savent pas c'est quoi le Safari, c'était comme une revue de caricature, humour, bande dessinée. C'était vraiment cool. Il y avait comme un côté... comment je pourrais dire ça? Il y avait un côté adulte à ça, évidemment, tu sais. Ça s'adressait pas nécessairement à des jeunes. Là. Je sais pas c'était quoi la tranche d'âge. Je pense que ça devait être entre 10 et 18, mettons. C'est ça. Puis c'était Compétition Accro qui avait été une autre version de ce genre de truc-là. Il y avait une compétition. Safari et Romani sont devenus gros. Puis récemment, j'en ai qui sont pas dans des boîtes comme ça, que j'ai relu, puis c'est comme RBO, esti. Ça a bien vieilli. Non, pas de temps. Il y a des affaires que t'es comme pas sûr. Ah, OK. Tu te dis, OK, ouais, c'est l'humour du Québec de fin années 80, début 90. C'est un peu premier degré des fois. OK. Puis il y a d'autres moments que ça dépend de ceux qui étaient scripteurs, whatever. Il y en a qui étaient pas bien bons, il y en a qui sont bons. Je sais que moi, quand je suis sorti du cégep, je voulais peut-être pas tout de suite aller travailler, puis j'avais essayé de faire l'École nationale de l'humour pour devenir, mettons, writer pour faire de la bande dessinée. Cool. J'avais été refusé, puis j'étais comme, ouais, c'est pas ça. C'est pas mon créneau. C'est pas mon créneau, genre. Ouais. Mais je me voyais, moi, écrire des scénarios puis travailler avec un dessinateur après avoir tout lu ça, là, tu sais. Je comprends. Puis là, après ça, c'est ça. Je suis descendu dans la cave, j'ai vu que c'était tout ça, puis j'ai dit, bon, ben ça, c'est un peu la fin, là, je pense, là. Ben, tu peux les garder, là, quand même, tu sais, c'est juste que, ouais. En tout cas, ceux qui ont l'air de ça, non. Ouais. Mais je sais qu'il y a peut-être une boîte ou deux où il en reste un peu. Qui n'ont pas été inondés. Okay. Ça. Puis je pense que les numéros les plus précieux, là, de 1 à 10 ou 1 à 20, sont comme dans un cartable qui n'était pas là-dedans. Ah, OK. Ben, fait que probablement que les premiers numéros qui ont de l'allure. Mais tu sais, qui veut ça? Ben, je sais pas. Hey, peut-être que le podcast va avoir assez de reach que quelqu'un va t'appeler, va dire t'es veux-tu? T'es veux-tu? J'ai ça se pourrait. Mais tu sais, les magasins de comics, eux autres, ils sont beaucoup dans le comic américain puis tout. Là. Des fois, ils se font proposer des gens comme moi qui ont ça, puis ils disent c'est pas vraiment notre. Comme deux. Ça pourrait être le même public, mais c'est pas le même public. Ok, je comprends. Tu sais, entre bande dessinée humoristique puis Batman. Je pense qu'aux États, c'était Mad, mettons. Oui, c'est ça, exactement. Le pendant d'ici, mettons, là, c'était Mad. OK, cool. Truc nerd de genre philatéliste et ensuite Safari. Ben oui. Ça clash en tabarnak. Mais c'est drôle que tu ramènes aussi le salon Pepsi Jeunesse parce que moi, j'y étais. Ah ouais, Ben oui, ça a été jusqu'en 97. Ah, pas mal. Puis, moi, j'avais été voir, il y avait une année, c'était Marc-André Coilier du Club des 100 watts. Là. C'était pas drôle, j'avais comme 5 ans. Mais mon premier, tu sais, Starstruck, je peux pas croire que ce gars-là existe. C'est ça. Il est pas dans ma TV. Ah, c'était une superstar, ce gars. Ah ouais, vraiment, vraiment. C'était cœur, hein. Quand j'avais 5 ans, j'étais jeune, j'en ai 40, ça fait 35 ans. Ouais. Pour vrai, je me souviens du feeling que j'ai eu quand il est monté sur le stage. C'est la première fois que j'ai comme fait... Oh shit, OK, ça se peut, là. C'est ça. Fait que, ouais, j'ai moins le Starstruck maintenant. Ouais. Mais je reviens dans ces années-là, je suis comme, oh shit, c'était hot. Tu sais, tu vis de quoi, là? T'es comme, wow, c'est vraiment cool. Mais tu sais, on parle du côté un peu enfant, puis dans le podcast, je pense que non seulement ça existe, mais mettons, ça, pour moi, ça avait comme une symbolique, à un moment donné, plus que d'autres choses. Puis, il y avait le groupe Démence, qui est un groupe de death metal, qui avait fait faire leur pochette par Malouin, un gars qui fait du dessin puis qui dessinait dans le Safari. Okay. Safari, à un moment donné, avait fait comme un encadré de genre, by the way, un de nos dessinateurs a fait la pochette d'album de Démence. Puis moi, là, dans ma tête, ça, là, c'est devenu un objectif avec mon band. Ah oui. Mais moi, mon band n'était pas connu, là, tu sais. Mais dans ma tête, j'étais comme, un jour, je vais être dans le Safari avec mon band. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé à un moment donné? T'es-tu sérieux? Les 2 premiers albums de Extérieur, on les a faits avec un dessinateur qui s'appelle Jean-Philippe Morin. Ouais. Puis dans ma tête à moi, c'était une des raisons pour laquelle je faisais ça, c'était comme parce que je veux être dans le Safari. C'est bon. Puis à un moment donné, le Safari a fait une page, puis il était comme... Notre dessinateur a fait l'album, les 2 premiers albums d'Extérieur, puis j'étais fier. Ça, c'est hot. Là. Quand t'as des buts dans la vie, puis tu y arrives, là, c'est tellement hot. Puis ça, on parle de 2002. C'est entre 2003 puis 2005, parce que les 2 premiers albums, c'est 2003-2005. Ouais. Puis moi, là, quand ça, c'est arrivé, je me souviens pas de quelle date que c'est arrivé, mais je sais que quand c'est arrivé, là, ça, c'était un check dans ma liste de kids qui avaient hâte que ça pareil arrive. Là, j'étais dedans. Es-tu correct?
Bonne question. Il va falloir que je check. Il va falloir que tu check pour vrai. Ouais. Hey, ça, c'est hot. Parce que c'est drôle, tu me dis 2003. Moi, Extérieur, j'ai tout le temps dans la tête. Moi, ça a parti, mettons, là, punk rock québécois, mettons, là, avec, je te dirais, Regarde le monde de Vulgaire Machin. J'étais quand même jeune, j'étais ado, mais vraiment Aimer le mal en 2002. Mais on dirait que tout est arrivé en même temps. Tu sais, Extérieur, Vulgaire Machin. Après ça, tu avais même Groovy Oliver, ça fait vraiment longtemps, mais j'ai découvert ça plus là. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est bon que tu me ramènes les années, parce que des fois, je suis comme, il me semble que c'était 99. non. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi, dans ma vie, en fait, je connais mes dates seulement à cause de les références d'albums que j'ai sortis. Ouais. C'est la seule façon que je suis capable de me situer dans le temps. Je sais temps. Exactement, cet album-là, c'est telle période, telle affaire. Je peux savoir, à cause des clips, la coupe de cheveux, les vidéoclips, les affaires, j'ai une référence dans le temps qui est plus exacte. Dès que ça sort des albums que j'ai sortis, c'est tough pour moi d'avoir une date. fixe. Je me fais correct avec ça, avec Carl. Des fois, je vais dire ça fait 4 ans, puis ça fait 10 ans. Là, genre, non, c'est ça. Mais avec Extérieur, c'est clair. Mais avec Extérieur, c'est clair, mais tu dis dans le temps, puis tout, t'aimes aussi. J'ai vraiment trippé sur le clip Autobus. Ouais. C'est la toune, je pense que c'est ma préférée de Rouge Pompier. Cool. Autobus, puis le vidéoclip. On se connaissait quand même dans ça. Ouais. Moi, je te connais depuis 2012 à peu près. Ouais, ça date de quand vous avez... La première fois qu'on s'est rencontrés chez Slam 10 pour Fortune Cookie Club. C'est ça. C'est là que je t'ai rencontré, puis après, on s'est vu plein de fois. Mais Autobus, quand il est sorti, je pense que je t'avais même écrit un message. Je disais, hey man, le clip, moi, tout ce qui est timeline... Back to the Future, name it, là, ça me fait là, des frissons. Là. Ça me fait capoter. Que tu aies pris le temps de... T'avais pas les cheveux bleus dans ce temps-là en plus. Fait... oui. Ah, c'est ça. Mais c'est ça le truc, il a fallu que je mette une casquette. Ah oui, c'est ça. En fait, ce que Olivier veut dire, c'est qu'il y a une passe dans le clip Autobus où est-ce que le concept, c'est que Alex court après moi je cours après Alex. Puis à un moment donné, on arrive dans un dépanneur où il y a Alex, mais il y a le mois d'aujourd'hui, puis il y a le mois de Extérieur. Ouais. Puis le mois de Extérieur, c'est le gars qui portait une casquette à l'envers, j'avais le sac à dos, j'avais pas de barbe. Ouais. Puis fait qu'on a réussi à tourner la version moi aujourd'hui, puis la version moi C'est vraiment bien fait, sérieusement. Je suis comme, wow! Ouais, il y a plein de monde qui était comme, je sais pas comment vous avez fait ça, puis j'étais comme, c'est aussi simple que tourner moi maintenant, puis aller me raser, puis m'habiller. Ça, c'est sûr. Mais le fait que tu ressembles... T'as comme pas vieilli, puis c'est... man, ça fait longtemps, là. C'était comme un 10 ans de gap. Oh, 15 ans, facile. 15 ans, imagine-toi, là. Fait que ça, c'était un bon clin d'œil. C'est le fun que t'en parles, parce que hier, on a sorti notre nouveau vidéoclip, Pelle Mécanique. Que j'ai pas vu. Qui fait référence au clip d'Autobus. Ah, tout est dans tout, man. Dans cette bande-là, il y a un lore. C'est bon. Mais j'aime ça, la vibe autour de Rouge Pompier, qui a tout le temps un genre d'indice à... Tu sais, tous les films, on avait même parlé, quand on avait été... C'est la première discussion que j'ai eue avec toi. J'ai dit, c'est cool parce que tu sors Chevy Chase. Ouais. T'as-tu pensé faire Michael J. Fox? Puis t'as dit, attends, c'est peut-être le prochain. Finalement, c'est pas arrivé. Mais... on sait pas. Je peux pas dire quand ça va sortir le podcast, mais... Là, pour Rouge Pompier, on est dans l'ère Michael. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que, contrairement aux autres albums, que c'était 4 ans pour Kevin Bacon, 4 ans pour Chevy Chase, 4 ans pour Neve Campbell. Là, on est dans 4 ans sur Michael. Puis là, on a sorti Michael Caine. OK. C'est un des Michael. OK. C'est Michael J. Fox. T'es sûr. Tu verras. Sûr. Moi, je le dis. C'est Michael J. Fox. Tu verras, mais il y a une chose est sûre, on a des surprises. OK. Puis je pense que le monde, quand ils pensent qu'ils ont saisi Rouge Pompier, on est en avance sur toi en tabarouette. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. On est vraiment plus à l'avance que le monde le pense dans nos idées puis dans notre lore. Ouais. Comme là, le clip qu'on va sortir là, il a été tourné il y a 1 an et demi. Ah, tabarnouche, ouais, OK. Tu sais, on est... Ouais, c'est ça. T'es comme la TV, finalement. Tu tournes des affaires l'été que tu vas sortir en janvier. Tout est pensé avec... On a 4 ans pour cet album-là, fait qu'on sort pas tout de suite. Ben oui, c'est ça. On sort plein d'affaires comme ça sur 4 ans. C'est tellement hot. Puis surtout, je te le souhaite pas, mais mettons... Quelqu'un dans le band meurt. Ouais. Tu te rends compte? C'est comme t'as du footage. Là. J'ai des tunes, là. Hey, c'est fou, hein? Nous autres, nos fans sont quand même... Ils ont compris ça. Puis là, ils nous accompagnent là-dedans. Fait que vu qu'on a un Patreon avec des centaines et des centaines de personnes qui écoutent toutes nos maquettes puis qui notent nos maquettes, eux autres, ils ont déjà les tunes qui vont sortir en 2028. Là. C'est fou, hein? Eux autres, ils savent déjà vers où on s'en va. C'est ça. Fait que ça, ce lore-là qui existe, c'est comme une façon pour nous autres d'exister en dehors d'un système normal pour le punk rock, tu sais, qui est... Tu sors un album, tu fais des shows, nous autres, on a décidé d'exister en dehors de tout ça. Ça crée une belle communauté aussi. C'est ça, exactement. Puis si on revient à ce qu'on fait là, ben, les gens, ils collectionnent des tunes rares qui vont jamais sortir. Ouais. Parce qu'on leur donne des tunes,
Eux autres, ils vont noter ça. Nous, on va juste sortir celles qui ont eu les meilleures notes. Puis ils possèdent ces tunes-là, je veux dire. Eux autres, ils possèdent pour toujours. Fait qu'eux autres, s'ils mettent les waves à quelque part, dans 10 ans, ils vont être les seules centaines de personnes qui ont ces tunes-là ever. Ouais. Comme avoir un démo rare d'un band. Ouais, c'est ça. Un peu comme La vie est belle des Vulgaires Machins. Ouais. C'est le premier démo qu'ils ont fait. Il y a quelqu'un, un moment donné, avant, c'est là, je pense, qu'ils ont décidé de faire. Moi, j'ai acheté le vinyle, là, mais il y a quelqu'un qui l'avait mis sur YouTube un moment donné, puis je le cherchais, je l'avais jamais trouvé, puis malheureusement, je pouvais pas l'écouter. Tabarnouche, hein, c'est quelque chose pareil là, quand tu. Parlant de ça. Oui, vas-y. là, on a Philatéliste. Oui. Là, ça fait rire. Mais là, moi, dans ma vie, en 92, je me pars à un band qui s'appelle Extérieur. Ouais. OK? 92, là, j'ai 12 ans. OK? Ouais. On a tous 12 ans dans ce band-là, 12-13, OK? Qu'est-ce que tu penses qu'on fait en 94? Oh! OK? Oh! Ça, c'est la copie 1, originale, unique. C'est le master de notre première cassette, 94. C'est bien OK? Hot. Ça, là, c'est la cassette qui a servi, puis tu le vois parce que le papier, il est comme écrit avec de l'encre bleue, OK? Puis ça... Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'étais allé au dépanneur, il y avait une photocopieuse. OK. Puis j'ai photocopié le insert que j'avais fait à la main. OK. Fois 150 copies. Eh oui. Puis après ça, on prenait les cassettes, on mettait ça dans un radio double cassette dans même. On a copié nous-mêmes 150 copies qui ont été numérotées. On faisait ça en 94. On a numéroté. T'étais avant-gardiste. Chacune de nos 150 cassettes. Okay? C'est très hot. Puis, ça parle aux collectionneurs. Ça, c'est la 1 de 1. Okay? Ça, c'est la cassette qui a servi à tout copier les premières tunes. Okay? Ces tunes-là n'existent pas nulle part. Là. C'est-à-dire que c'est pas bien bon. Okay? C'est en 94. Ça faisait 2 ans que le band existait. Mais c'est enregistré le 17, 18, 19 novembre 94. C'est fou, man. Puis pour ceux qui sont fans d'Extérieur ou Rouge Pompier, avoir quelque chose de même, c'est hot, là. Fait que là, il y a quelqu'un récemment dans un show qui est venu me voir puis qui a réussi à acheter une cassette comme ça, genre sur Discord, genre. Ah ouais. Puis qui a payé le prix, là. Combien il a payé? Je me souviens pas, là. Mais la personne est venue me voir avec sa cassette qu'elle avait achetée. Juste comme, hey, je le sais qu'elle existe, cette cassette-là, je me l'ai payée. Puis là, j'ai re-signé la cassette. Une des 150 copies. Hey, c'est hot, ça. Quand t'as quelqu'un... Hey, ça, tu sais que c'est un fan dévoué, là. Quand il arrive avec ça, que même toi, t'en as rien qu'une copie, là, j'ai vraiment trippé quand le fan est arrivé avec ça. Mais moi, je possède la première copie. J'ai peut-être 2 ou 3 des copies des 150, là... en pièces un peu détachées, que je suis pas sûr si la cassette va avec la bonne affaire, mais j'ai l'original comme ça. Puis je suis quand même un peu fier de ça. Ben oui, vraiment. L'album s'appelait ACC TV, OK? Puis ça s'appelait comme ça parce qu'on trouvait pas de nom. Fait que ACC TV, c'est « Appelle ça comme tu veux ». Oh, OK. Oh oui, ben, c'est correct. Faut que tu partes en quelque part, à un moment donné. Très 14 ans. Maintenant... Hey, c'est très hot, ça. C'est toi qui as fait de l'artwork, là? Non, c'est mais en fait, un peu, en partie. L'artwork, le front, c'est un de mon ami Dominique. Ben écoute, t'es à l'école secondaire, en secondaire 2, 3, 4. Puis lui, il dessine un peu, puis je fais comme... Fais-moi un dessin pour ma cassette. Il m'a fait ça, on s'est pas stiné, là, ça a été ça. OK. Puis, tu sais, dans le band, on s'était toujours stiné sur l'écriture de l'extérieur. C'est pas vrai qu'il y a eu une seule écriture, il y en a eu plusieurs. Des fois, le gros X, etc. Là-dessus, c'est le E puis le T qui est gros. Je sais pas pourquoi. Gars. C'est ça qui est ça. C'est tout. Check ça, ce que j'ai trouvé. Oh my God, man! J'ai trouvé un T-shirt. Jesse! Oh man, ça fait très Backstreet Boys, genre ton préféré. C'était-tu à toi? Ouais, celle-là, il était à moi. On s'était fait faire des t-shirts ou je sais plus comment on en est arrivé là. Mais j'ai la... c'est bon, man! Oh my God! Ça date de 94, ce t-shirt-là. Là. Puis là, ça, là, c'est... Attends. Attends, là, j'ai une question pour toi. Mettons que tu faisais des shows comme tout bon band underground, tu fais un show, tu vendais ces chandails-là. Non, c'est ça. L'affaire, c'est que c'était trop tôt, on était trop jeunes. OK. Pour être capable de comprendre le concept de se faire de la merch, la vendre, puis tout ça. Tu l'as juste joué. Ouais, c'est ça. À 14 ans, tu joues à l'école secondaire, tu joues dans des parties, des affaires comme ça. Mais t'es loin de pouvoir jouer dans des salles de spectacle puis tout. Okay, à 14 ans, c'est ça. C'est ça. Quand t'as 14, là, c'est peut-être un peu tôt. Mais le concept d'avoir ton band sur un T-shirt, c'est quand même cool. Là, parce que je m'en allais dire, mettons, tu vends... Tu sais, t'en fais, mettons, 50 avec Jesse, 50 avec Dan ou whatever. Attends, je peux te relancer là-dessus. Par contre, quand le band a commencé à pogner,
on avait quand même compris que fallait que tu sois capable, quand t'aimes un band, faut que t'ailles comme ton préféré dans le band. Ouais. Dans Metallica, il y a ton préféré. C'est comme ça que tu peux devenir fan d'un band. Ouais. Fait qu'on avait comme catché ça, puis on avait comme essayé de s'assurer que tout le monde dans le band avait comme une espèce de personnalité. OK. Puis donc, c'est pour ça les dessins qu'on faisait faire pour notre album, on avait des personnages, on était dessinés, soit en super-héros ou en des affaires comme ça. Mais c'est supposé d'être évident que chaque gars du band avait comme quelque chose. Puis maintenant, on avait effectivement fait des porte-clés avec un par membre du band. On avait comme pensé à ces affaires-là. Aujourd'hui, je le sais pas. Est-ce que je me verrais dans Rouge Pompier arriver puis avoir 2 trucs séparés de un Alex et un Jess? Pas sûr, tu sais. C'est chiant aussi, man, pour vraiment, si tu vois... Tu sais, toi, t'es chanteur, t'es frontman. Tu sais, Alex est en arrière, c'est comme... Ouais, là... C'est plus une mentalité aujourd'hui de dire choisis ton préféré, mais je le sais que les introvertis trip sur Alex. OK. Les extravertis, ils comprennent qui moi je suis. Alex est très introverti. C'est ça. Puis ils se voient en nous, mais ils voient notre amitié être complémentaire, puis une amitié qui est vraiment forte. Les gens comprennent comment lui puis moi, on est devenu un band. Outre, on est des amis, mais on se complète vraiment bien. Alex, il n'a pas besoin d'avoir la parole, mais il est content que je la prenne. Il est inconfortable si, mettons, c'est lui qui doit faire. C'est pas son genre d'affaire. Fait que ma personnalité le complète vraiment beaucoup. Puis je sais qu'en spectacle, il y a du monde qui sont comme... Moi, j'aime le drummer parce qu'il joue vraiment bien, mais sa personnalité... il est comme accessible, tu peux l'apprivoiser facilement. Il est super gentil, Alex. Il est tellement fin puis tout. Fait qu'en tout cas, je pense que ça existe encore aujourd'hui. C'est moi à propos d'être un Backstreet Boys ou être un Power Ranger, le bleu, le jaune, le rouge. C'est pour ça que je venais à ça, c'est qu'il y avait, même dans les bands punk, je me souviens, en 2000, il y a un band qui s'appelle Newfound Glory qui commençait à être vraiment hot. Quand elle est sur leur site internet, il y avait littéralement un poll qui est votre préféré du band. Puis t'avais les résultats. Imagine, man. Celui que... Le bassiste. C'est sûr. Mais il était cool, le bassiste, par exemple. Il était encore cool. Mais, tu sais... t'as raison. Comment à l'intérieur du band ça devait être, tu sais. Hey, toi, là, t'es même pas le préféré. T'sais. Regarde, le sondage le dit. T'as 50 000 personnes qui n'ont pas voté pour toi. Il y a personne qui t'aime. Tu veux faire un la, hey, fuck off, là. On va faire un dos, puis c'est tout. C'est vraiment drôle, pas comprendre que ça va peut-être pas aider à l'estime du bassiste. C'est ça. Déjà que c'est un bassiste. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. On n'embarquera pas là-dedans. Mais fait que ça pour dire qu'il y a comme une suite dans les idées, mais tu vois que c'est un peu comme un dessin. OK. Je pense qu'il y a une suite dans les idées, dans ce qu'on faisait, puis tout. Puis évidemment, quand le band a commencé à pogner, il y a quand même le côté enfant qui pouvait vivre pour la première fois des rêves d'enfant un peu, tu sais, aller à Musique Plus, jouer à Musique Plus, puis commencer à faire des shows, puis être connu, puis faire pour vrai ta première merch. Puis tout ça, ça l'a alimenté mes désirs d'adolescent de réussir ça. Fait que tu sais, je suis comblé d'avoir vécu ça tôt dans ma vie. Parce que le band a commencé, on avait 12 ans, puis on a commencé à pogner, on avait 22. Là. Fait que tôt dans ma vie, j'ai eu la chance de faire des checks. J'aime beaucoup aussi l'histoire que tu racontes là, que, tu sais, mettons... personne ne voulait te signer, tu as fait hey, fuck off. Moi, je me pars un label, puis ça va être ça. C'est parfait. Là. Il y a une vidéo super populaire sur ma chaîne YouTube où est-ce que c'est moi qui sors... c'est le extérieur avant qu'on sorte notre premier album. On est allé au Cégep du Vieux-Montréal puis on a donné sur les tables aux cafés étudiants des petits papiers où les gens pouvaient noter nos tunes pendant le show. Puis j'ai ramassé les papiers, je les ai gardés. Puis les papiers, ça dit « Suicidez-vous, vous êtes pas bon ». Ça dit « C'est pourri ». Puis la vidéo est super bon. Tu vois les commentaires, là. Tu sais, je les ai toutes gardés. Puis ça, c'est genre 1 an avant qu'on se mette à pogner, là. C'est genre, hein? T'imagines, ça c'est pour dire à tout le monde, c'est pas vrai que tout le monde va avoir tout le temps une chance, mais c'est pas impossible non plus. Le gars un peu nerd qui a fait ça avec son t-shirt écrit Jesse en dessous, là, c'était pas cool, là, tu sais, on s'en philatéliste, ça fait rire, ça, c'est pas cool, ok, là, mais à un moment donné, ça dépend un peu de ce que tu veux, mais tu peux puiser là-dedans pour éventuellement devenir quelque chose. Mais c'est parce qu'au début, quand t'es jeune, tu veux être quelque chose que tu comprends, mais tu veux pas être toi-même nécessairement. Tu veux devenir, mettons, un idole, tu veux être comme un tel, mais tu veux pas être toi-même. Mais le jour que tu commences à être toi-même, par exemple, là, c'est là que c'est surtout quand les gens disent, hey, tu sais, mettons, avec la boutique, c'est ça que ça fait, c'est que, mettons, les gens vont nous dire, aux 3, moi, Tom et Fred, hey, quand on vous regarde, vous êtes vraiment genre
vous autres. Ouais. Combien de fois je l'entends par semaine? Hey, j'aime ce que vous dégagez. Ouais. Mais ça, j'imite pas personne. Là. Non. Je suis de même dans la vie. Là, quand tu rentres dans le magasin, ce que tu vois dans les vidéos, c'est exactement ce que tu vas avoir dans le magasin. C'est ça, exactement. Puis moi, je le sais, pour vous avoir vu, je sais que, mettons, ton collègue Fred, sa personnalité sur Internet est la même qu'en personne. Ouais. La tienne, c'est la même affaire. Ouais. Fait que là, il y a comme une espèce de camaraderie qui existe. Puis une confiance. Puis en fait, on est des êtres humains sociaux. Là. Ouais. Puis on cherche de faire partie de quelque chose. Ouais. Si tu fais partie de la gang qui va ouvrir des cartes à la carte cachée, c'est ta gang. Là, tu sens que tu fais partie de quelque chose. Puis ça, c'est nos vieux instincts d'être dans une tribu. Ouais. L'idée, c'est d'être dans une tribu qui est saine pour toi. C'est juste ça. Mais un band, c'est un culte, là. Ouais. Tu sais, c'est la même affaire. Quand on parlait un petit peu de comment tu peux identifier les gars de ton band individuellement, comme si c'était les Backstreet Boys, c'est niaiseux, mais c'est pas bien différent d'une religion. Ça dépend si t'es bienveillant avec le power que ça te donne. C'est ça l'affaire. C'est ça, la réalité d'être dans un band, comme un hockeyeur, c'est la même affaire. C'est un culte. J'ai travaillé pour le Canadien de Montréal pendant 7 ans. C'est une religion, là. OK? Fait que qu'est-ce que tu vas faire avec ça, ce power-là que tu vas avoir? Ça va-tu être bienveillant? Quand t'es piqué sous band, qu'est-ce que tu vas faire avec cette notoriété-là? Ouais. C'est ça la seule différence entre un culte puis comme juste quelqu'un de célèbre, puis tout, c'est souvent ça. T'as très raison. En tout cas, je pense comme toi. Il y a un petit côté enfant chez moi qui est comme naïf, là, tu sais. Puis ça m'a amené à essayer de faire partie des gentils, je pense. Parce que j'ai bien vu que dans l'industrie, c'était pas juste ça. Ouais, c'est ça. Puis le conseil que je peux te donner, c'est le plus possible, reste toi-même, fais confiance à ton petit côté naïf. Puis ça te servira pas longtemps si tu essaies d'être autre chose ou si tu essaies de plaire. Des trous de cul, il y en a. Puis moi, je préfère être dans la gang des bien gentils, puis bien accueillants. Puis si je peux faire allez voir l'épisode que Jess a fait avec Jer Alain. je dis même pas rien. Allez juste voir. Tapez Jesse Fush, Jer Alain. Checkez ça. C'est drôle. C'est vraiment drôle. C'est sûr que je me suis mis dans des situations où j'ai des anecdotes. Ouais. OK? Mais j'ai compris que tu peux te servir de tes anecdotes aussi pour entertainer le monde. Mm-hmm. Si tu parles de toi et des vraies choses qui se sont passées dans ta vie, t'es vrai, puis les gens, ils aiment ça entendre ces affaires-là. Vraiment. Fait que je suis quand même chanceux d'avoir vécu plein d'affaires. Ouais. Puis ça me permet d'être ici et de te montrer ceci. Vas-y. J'aime ça parce que t'enchaînes bien. Attends, là, je suis arrivé prêt, j'ai fait mes devoirs pour ton show. Oui, j'adore. Fait que là, on parle de son petit côté enfant, on parle d'être dans un band, mettons, moi qui veux être dans le Safari puis qui réussit à être dans le Safari. Mais là, quand on se part le band Rouge Pompier, c'est la fin d'Extérieur, puis là, moi, je me pars le band Rouge Pompier. Dans les premiers moments, on a eu comme des bonnes passes à la palette, OK? OK. Quand tu parles de collectionneurs qui ouvrent pas les boîtes puis toute la patente, OK? Là? Moi, j'ai ça, OK? C'est l'intégrale de Goldorak, pas déballé, 74 épisodes. Ça a été fait autour de 2012, OK? Puis la preuve, ce coffret inclut, là, je vais le lire, OK? L'intégrale, 74 épisodes, 3 épisodes en version originale japonaise, un CD de la chanson Goldorak interprétée par Rouge Pompier. Ah, c'est bon, man! Pas déballé. Fait que moi, là-dedans, il y a un CD, puis il y a nous autres qui fait la chanson Goldorak. C'est tellement... Je savais que vous aviez fait Goldorak, mais ça, je savais pas. Je sais plus combien de copies de ça ils ont fait. Ils en ont fait beaucoup. Ça, à l'époque, quand ils l'ont sorti, ça a explosé. Mais ça, c'est une méchante passe. Fait que moi, j'ai ma copie, puis je le déballerai pas. Ben non, c'est ça. Il y a des affaires que je déballe, je vais te montrer des affaires, mais ça, je vais pas le déballer. Mais là, attends, là, ça a fait une méchante passe, là. Ça a palette pour Rouge Pompier. Oui, ça a fait comme partie du début du band que là, tout de suite, comme Musique Plus parle de nous autres. Ouais. Eux autres, ils se cherchent comme un band de la relève qu'ils peuvent être dans quelque chose de moderne. Ouais. Fait que nous autres, on venait d'apparaître, là, tu sais. Moi, je sais, ça. Fait que ça, tu sais, moi, je suis le gars qui capote sur Safari, qui est dedans avec Extérieur. Mais là, 2012, je suis rendu un adulte, j'ai 32 ans. Ouais. Moi, j'ai trippé sur Goldorak, tu sais. Puis là, moi, j'ai ça dans la vie. Puis là, je suis comme, mais c'est ça. Là. Ça, c'est un autre check. Mais ça, c'est, si t'es un peu nerd, c'est correct. C'est correct si t'es un peu naïf. Tout ça, les gens, des fois, ils vont vouloir essayer de te dire qu'ils pensent que ce que tu fais, ça marchera pas. Puis c'est normal. Mais oui. C'est normal que le monde, ils veulent te protéger. Ils sont comme, je pense que ton idée est pas bien bonne. C'est correct. Mais l'important, c'est que si tu te trompes vraiment souvent, ça va t'arriver. Oui, c'est ça. Je pense pas que t'allais m'amener ça. Hein. Je veux juste checker de quoi. C'est cool en crime. J'ai même vu le truc Québec
Ben oui, c'est ça, parce que au Québec, il y a une loi qui faisait que quand tu sortais comme un... n'importe quoi qui est en mode vidéo, il fallait que tu le fasses approuver par la régie. Okay. Là, il fallait que tu aies ton sticker qui disait si c'était PG, si c'était comme, etc. Nous, dans notre deuxième album, Le délire du savant fou d'Extérieur, on a un DVD dedans. Il a fallu qu'on paye la régie pour avoir le droit de mettre des stickers pour que les gens puissent avoir un DVD dans les magasins. Puis tout. Okay. Ça, c'était quand même quelque chose. Je comprends. Fait que, c'est ça, parlant de dessin puis de choses old school, parce qu'il m'a demandé de venir avec des collections, des choses que... Ben oui. Bon, moi, je suis un peu le gars qui archive aussi tout le stock de Extérieur. On parle collection, passion, mais aussi archive, parce que... C'est ça. Toi, t'es dans un band. C'est ça que je te disais. Hey, si t'as des trucs de show, des affaires, c'est cool. Là. C'est ça, je suis l'archiviste, mais en même temps, j'ai un label. Puis un label, ça me permet d'être propriétaire des bandes maîtresses. Puis donc... Souvent, les bands sont pas bien bons pour archiver leurs affaires et tout ça. Moi, j'ai toutes les bandes maîtresses de toutes les bands. J'ai les backups de tous les vidéoclips qu'on a fait. J'ai la pellicule des clips qu'on a fait en pellicule à l'époque. Okay. J'ai gardé tout ça. Puis j'ai l'espace pour le faire, puis l'entreprise pour le faire. Fait qu'on est la mémoire de tout le catalogue de 2000 tonnes qu'on a. On est cette mémoire-là, incluant la mémoire dans la mémoire d'Extérieur. Fait qu'en trouvant le T-shirt de... C'est drôle, ça sent le vieux. Mais j'ai un T-shirt mettons original de notre deuxième album, Le délire du savant fou. Que ça, on a vendu ça. On a vendu genre 500-600 copies faciles de ce T-shirt-là. Okay? Puis ce dessin-là, ben, c'était le dessin qui avait été fait par Morin sur le deuxième album. Puis c'est con, mais ce T-shirt-là, pour moi, c'est les deux extrêmes de ce band-là, OK? C'est-à-dire que la toune Fluffy Lambster, c'est la pire toune du band ever de tous les albums d'Extérieur, OK? Mais le dessin était le fun. Ouais. Puis quand on a sorti les T-shirts, on est allé trop vite sur une grosse batch en se disant, ben cet album-là, on le sort, on va faire des shows pendant 2 ans. On a fait vraiment beaucoup imprimer. Fait qu'il y en a beaucoup de ces T-shirts-là. Mais quand je les vois, il y a un côté naïf que... On dirait que tu regardes ça et tu te dis ça marchera pas. Ouais. C'est pas bien cool, là, mettons. Mais l'album a tellement marché. C'est ça. C'est devenu cool. C'est l'album qui a marché le plus d'Extérieur. Dans toutes les... Mais je sais que le dernier que vous avez fait, là, que tu étais dans le band, les 3, là, ça, le concept était hot. C'est-à-dire que le préféré du monde, c'est l'album Monstre, là, les 3 albums Monstres ensemble. Ça, c'est les préférés du monde en termes de, mettons, ça va rester dans le temps. Ouais. Il était beaucoup plus pesant aussi. Oui, puis bon, plus deep, puis les adultes préfèrent ça. Mais on était connus avec Whippet, avec le premier album, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu regardes les statistiques, c'est des millions d'écoutes encore sur les premières chansons qu'on a sorties parce que le monde nous a connus avec ça. Fait que je pense que les Vulgaires Machins, c'est un peu la même affaire, en fait. Même si... Whippet, on l'entend encore. C'est ça, exactement. Mais les streams qu'on a sur Campanile, Savant Fou, les streams sur Whippet Bonhomme 7 heures, c'est quand même massif. Là, c'est quand même important. Là. C'est de loin encore le catalogue le plus écouté de Slamdisk, même devant Groovy. Ouais, c'est fou. Hein? On parle de 2 600 000 écoutes par année du catalogue d'Extérieur. Un Groovy, ça tourne autour de 1.5. OK. Ouais. Rouge Pompier 1.4. Extérieur 2.6. Puis il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Là. Ça, c'est le même kid qui a fait la cassette que tu as vue tantôt, puis le T-shirt écrit Jesse. Ben oui. Ça, c'est la même affaire. C'est fou. Puis on est en 2025, là, tu sais. Ouais. Fait que quand je regarde ça, moi, je vois ce T-shirt-là, puis je me dis, à cette époque-là, on venait de sortir, tu sais, Campanile, Savant Fou. Qui a mis Pierre-Luc Funk sur la marque. Absolument. Rien de moins. Rien de moins. Puis je regarde ce T-shirt-là, je me dis, mon Dieu, que le T-shirt n'a pas l'air d'être un band qui va pogner. Ouais. mais tu sais, encore là, ça dépend. Tu sais, je te dirais, moi, pour l'avoir vu beaucoup, là, les T-shirts, là, on dirait plus ça va dans les extrêmes, plus que le monde font comme, hey, c'est pété, ça. Ouais, c'est très. Tu sais, puis. J'en ai là, des T-shirts. Là, les plus weird, là, le monde là, accroche dessus. Là, oh, tu l'as pogné. Ben, je l'ai fait faire moi-même. Ouais, c'est ça. Exact. C'est ben fou, oui, c'est ça. Exact. Fait que c'est ça. Il y a comme des réussites puis des échecs en même temps dans cette histoire-là. Okay. Mais quand je vois ça dans mes archives, je me dis ça, j'ai envie de le montrer parce que c'est pas nécessairement, hey, ça a marché. Tu sais, versus, mettons, tu ouvres un paquet de cartes, tu montes ton hit, t'es comme ça. Mais tu sais, je trouve que des fois, il y a un processus que, ben, je sais pas combien de cartes qu'il y a dans un paquet. Il y a, sensiblement entre, mettons, 6 et 11. Bon, mettons. Ça veut dire que faut que tu acceptes de te tromper entre
Ouais. 5 et 10 fois pour en avoir C'est une ça. qui marche. Tout dépendant qu'est-ce que tu veux dans ton arme de collectionneur. C'est ça, exact. Ouais. Fait qu'un band, faut que tu fasses à peu près 6 ou 15 t-shirts avant d'en avoir un qui est vraiment bon. Mais lui, il est obligatoire dans le processus. Ouais, Puis il y a encore aujourd'hui des photos qu'on voit nos fans porter ce t-shirt-là, parce que c'était ça qu'on avait décidé de faire. Mais mon Dieu, que les vulgaires ont tout le temps eu des t-shirts cool, puis Bad Religion aussi, mais pas nous. On était nerds, on prenait des décisions, des fois, t'es comme, cette décision-là, c'est une décision qui est bonne pour 5 minutes, là, tu sais. Mais ça fait partie du processus. Puis aujourd'hui, je pense pas que le monde sont comme, ben finalement, Extérieur, c'était nul à cause des t-shirts. Non, c'est pas ça. Non. Mais je pense là, que c'est cool que tu leur sortes parce que probablement que le monde va faire hey, c'est vrai, je l'avais ce t-shirt-là. Ça se pourrait très bien. très s'en bien. souvient peut-être pas non plus. Là, même chose pour la cassette d'Extérieur, les tunes sont pourries. Mais sont essentielles pour en arriver éventuellement 10 ans plus tard à un Extérieur qui réussit à écrire des bonnes tunes. Ouais. Tu peux pas écrire tout de suite des bonnes tunes. Il y a juste les 3 accords qui sont capables de faire ça. Ouais. Ils écrivent 12 tunes puis les 12 sont bonnes. Ouais. Tout le reste des bandes, c'est un processus. Ouais. Fait qu'en tout cas, je l'ai amené parce que je trouve que en tant qu'archiviste, il y a ça qui existe, qui peut donner à un band des indices de qu'est-ce que tu peux faire pour ton band. Ouais. Faire un mauvais t-shirt, c'est une bonne affaire. Ben oui, vraiment, vraiment. OK. C'est hot en crime. Pour vrai, c'est... Là, on va tomber dans le collectionneur que c'est pas vraiment relié à la musique. OK. Les Times, c'était un peu ça. Safari, éventuellement, il y a eu comme un lien. Ouais. Mais moi, depuis que j'étais kid, Ghostbusters, c'était mon affaire, ça. Méchant film. Méchant des Ghostbusters, moi aussi, j'ai trippé. Ça, mon ADN, elle a changé le jour où j'ai vu ces films-là, là, tu sais, là. Ouais. J'étais une personne avant et après, là. T'avais quel âge quand c'est sorti? Ghostbusters, c'est 84, le premier, mettons, fait que 4-5 ans, là, tu sais, genre. T'es né en quelle année? 79. 79. Fait que, tu sais, mettons, 5-6 ans, si ça passe à la TV, là, c'était peurant, là, tu sais, là, c'est sûr. Mais plus tard, ça, c'était comme, hey, ces gars-là sont cool en tête. Eux autres, là, ils ont des machines nucléaires sur le dos, puis ils capturent des fantômes. C'est-tu pas cool, ça, genre? Puis en plus, les acteurs, tu sais, Bill Murray, on s'entend, il est cool, tu sais, là. C'est comme un badass, là, tu sais. En tout cas. Ben, je pense que c'est tous des badass, là. Dan Aykroyd, même affaire. Je pense que... Mais ils sont nerds et cool en même temps, mais ils sont très nerds. Ouais. Puis moi, je pense que c'est pour ça que je m'identifie à ces gars-là. Ouais. Pas nerd dans le sens scientifique, mais nerd dans le sens de pas très cool dans la société, pas bien bon avec le monde. Un peu awkward avec le monde. Awkward pis tout, mais cool en tabarouette quand tu y penses. Fait il y a un moment donné, Dan Aykroyd, il est venu à l'île des Sœurs où j'habitais, puis il faisait de la vodka. Ben, il fait encore de la vodka, mais là, il était là pour comme signer des grosses... C'est comme des bouteilles de vodka spéciales. OK. Puis, fait que j'avais été le rencontrer, j'ai pris une photo avec. Je suis allé, comme aujourd'hui, dans le Jean Coutu à côté, j'ai fait imprimer la photo. Je suis retourné faire la file, j'y ai fait signer la photo, genre. Mais j'y avais apporté aussi, mettons, mon jeu de la Wii qui a signé. Mais celle-là, je ne l'ai pas fait signer, mais ça, c'est malade. Dans les années 80, il y avait ces boîtes à lunch-là. Moi, j'en ai une originale avec encore le thermos officiel. Hey, t'as-tu checké combien ça peut valoir? Non, mais je m'en débarrasserai jamais. Non, je sais, mais c'est cool aussi. Je pense avoir acheté ça anyway sur eBay dans les années 90, tu sais. OK. C'est sûr que ça vaut sûrement encore quelque chose. J'ai tout, là. Quand t'as le thermos avec, c'est hot, là. Fait que ma boîte à lunch... C'est hot en temps. Ghostbuster. C'est vraiment malade. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ça, c'est moi. Ça, on s'entend, ça date de 84, 85. Ouais, c'est écrit, c'est ça dessus, 84, 86. C'est très hot. Puis donc, à un moment donné, mon staff m'a fait un cadeau. Puis ils m'ont acheté ça. C'est quand tu diffuses un film, faut que tu le fasses, surtout à l'époque, imprimé sur de la vraie pellicule. Puis là, c'est une grosse bobine dans le cinéma qui tourne, qui diffuse le film. Puis à l'époque, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré certaines de ces bobines-là. Puis ils ont fait des genres de memorabilia, je sais pas comment ils appellent ça. Oui, comme ça. Où est-ce que, dans le fond, j'ai un print. Okay. J'ai une partie d'un print du film, là, tu sais. Fait que dans le fond, c'est des vraies pellicules qui ont été diffusées à l'époque. En 84, c'est pas une scène, c'est plusieurs moments de scènes différentes. Puis ça vient avec une plaque. Puis, là, ça veut dire qu'ils peuvent en faire vraiment beaucoup de ça. Là. C'est cool. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est vraiment le genre de truc pour un gars comme moi que... Mettons que toi, t'avais ça dans ton magasin, qu'il soit signé ou pas, je suis comme... Ah non, c'est ça que je veux. Là, ben oui. Je sais pas pourquoi je veux ça, mais pour un gars qui archive tout, puis un gars qui tripe sur Ghostbusters, d'avoir un truc de collectionneur comme ça, qui évidemment vaut pas grand-chose à part le prix que tu payes. Mais c'est hot, Mais c'est hot. Je trouve que l'idée de... immortaliser un film que tu as aimé. Cette pellicule-là, il y a déjà des gens qui ont vu dans un cinéma
le film à l'origine avec ça. J'ai trouvé ça. C'est très... Ah non, mais ça me parle beaucoup. Là. Je suis un peu comme toi pour ces affaires-là. Ouais. Moi, ça n'a pas besoin de valoir des millions, mais quelque chose dans le temps. Ouais. C'est v'là un bout, ils ont reçu au Sportiche Michel Charette, des Boys. Ouais. Chez nous, avec ma blonde, on a trippé Radio Enfer, écoute, quand on était jeune, tu sais. Puis dans le salon, on a une petite photo. C'est un dessin fait par je me souviens même plus qui. C'est vraiment le rap des aliments. Ben oui. C'est Jean-Loup comme ça. Ben ouais. Puis j'ai fait signer. Fait que... j'ai fait signer. C'est hot. Fait que vraiment, là, il est dans mon salon, mais signé de Jean-Loup. C'est ça. Ben, de Michel Charette. Fait que ça vaut pas... C'est pas que ça vaut de l'argent, non, mais il y a une valeur sentimentale. Bon, évidemment, la question, c'est tout le temps, on est toujours en train de ramasser de la merde de même à l'infini, comme... Puis là, je suis comme, OK... Oui, plus tard dans nos vies, à un moment donné, il va peut-être falloir des fois qu'on fasse le ménage, qu'on fasse de la place. Puis les objets physiques, dans 2000 ans, ils auront jamais. Plus personne va avoir. Tout le monde va oublier que ça aura déjà existé. Ouais. Il y a des peuples, il y a 1000 ans, qui ont chéri un vase. Là. Ouais. OK? On est tous passés outre ça. OK? Donc, dans la question philosophique du collectionneur, il y a beaucoup mais c'est pas que je le fais pour moi. Oui. C'est mon existence que j'ai envie d'avoir juste un petit coup d'œil de « Ah oui, ça, c'était bon. » Mais la réalité, c'est que sur le long term, là, tu sais... là, c'est rien, là, c'est sûr. Là. Mais tu sais, si tu vas plus loin que ça, tu sais... Là, on va aller vraiment plus deep que ça. Moi, je regarde là, toutes les guerres dans le monde, toutes les chicanes, tous les cossins... Dude, tu sais-tu, on est comme en gros dans l'univers, comment tout ça, là, ça n'a aucune d'importance dans ce qui se passe dans le reste. Je comprends que la petite boule bleue, c'est notre environnement, mais dans l'ensemble de l'univers, man, que tu fasses telle décision, on s'en calisse. Non, c'est ça. Tu comprends? Fait que, tu sais, ça, tu le fais pour toi. Je le fais pour moi, puis je le fais parce que je comprends de plus en plus que oui, on veut laisser une trace dans notre vie. C'est le fun d'avoir un band puis que les gens sont comme « Hey, ton band, les tunes, nanana, etc. » Ça nous sent... On se sent utile. On sent qu'on a fait quelque chose dans notre vie qui a eu un impact sur les autres. Mais il y a aussi comme quelque chose qui nous appartient à nous, qui est deep, oui, mais que des fois, on ne voit pas l'importance... Au moment où on va acheter l'affaire de Goldorak, il y a comme une importance de ça. C'est rare, ça c'est précieux, mon précieux, OK? Puis après ça, il y a comme, si, mes affaires sont toutes pleines d'eau, là, tu sais, genre, fait que ça vaut plus rien. Puis après ça, il y a comme une espèce de, non, mais ça fait partie de l'histoire. Moi, je vais avoir existé parce que je vais avoir vu Ghostbusters, trippé, avoir rencontré Dan Aykroyd. Ça va passer. Je vais passer un jour à d'autres choses, mais ça fait partie de mon processus, comme les chansons sont un processus. Puis, ben là, les safaris, ben c'est la vie. Ben oui. Ça va être ça l'histoire. T'entends souvent la phrase, là, on est chanceux d'être né où on est né. C'est ça. Ça va être d'autres choses dans 40 ans. Hey, il y a ça. Hey, on est-tu chanceux? Nous autres, on a vu toute l'évolution des les réseaux sociaux, la technologie. On est-tu chanceux? Mais ça va être d'autres choses tout le temps. Puis comme je te dis, tu as très bien résumé. C'est pour toi que tu le fais. Puis dans ta vie, dans ton timeline à toi, ça va avoir... Moi, je pense comme ça aussi. Là. Je veux dire, moi, je collectionne beaucoup. Puis j'en parle souvent. Là, tous les vinyles, puis des chandails de hockey, puis tout. À qui je vais léguer ça? Mes enfants, peut-être, vont triper sur le hockey, mais à qui je vais... ça va finir d'une pointe à quelque part. Hey, ça, c'était à papa. Puis tu sais... C'est pour toi que tu le fais, puis c'est important. Ça a peut-être même, je te dirais, la même valeur que toi qui viens, mettons, de tondre ton gazon. Je sais pas si c'est un gazon à tondre, mais mettons que tu as un gazon à tondre, puis tu l'as J'ai un gazon à tondre. Puis mettons que quand tu la regardes, là, puis la job est bien faite, tu as un moment où tu es comme ça, puis tu sais, pour ça. Que je suis bon. Mais tu sais que ça va repousser dans une semaine. Oui, c'est ça. Mais le moment où tu l'as fait, faut que tu le prennes. Puis ça, c'est la même chose avec ta mauvaise toune avec ton band. Quand tu es en train de la faire, tu l'enregistres, pendant un moment, tu te tripes. Éventuellement, le monde va arriver et vont dire c'est pas ma préférée. Mais le moment où tu as trippé à faire la toune, ça a de l'importance. Puis les bands sont souvent pognés avec l'idée de absolument tout faire en mode commercialisation d'une œuvre d'art. Moi, je suis là pour te dire, il faut que tu sois capable de faire de l'art même si personne ne l'entend. Comme un peintre qui va avoir 400 tableaux dans son garage que jamais personne ne va avoir vu. Il va en exposer 12 dedans. Okay, là? Il faut que tu sois fier du processus des 380 autres que tu vas avoir fait. La même chose pour ton gazon. Quand tu vas l'avoir, il faut que tu sois capable de la regarder et de dire « j'ai fait ça, moi ». C'est ça. Puis toi, en tant qu'artiste, un lien avec ça, mettons tu fais une 30 tunes. OK? Tes tunes préférées, parce que moi, c'est un peu ça. Mes tunes préférées, c'est les plus obscures, les plus B-side.
c'est eux que je me raccroche le plus. Je réécoute les vieux affaires de Fortune Cookie Club, je suis comme, hey man, celle-là, on l'a fait vite, mettons, mais il y a de quoi, là, une petite twist cool, là, tu sais. Des fois, c'est 4 secondes dans tout, une passe d'accord, un solo, une harmonie de voix, mais je suis comme, damn, celle-là, là, tu sais. Je sais pas si toi, t'es de même dans tes tunes. On est de même, c'est sûr. Parce que nous, on finit une tune, puis des fois, on est comme, oh, celle-là, on l'aime. Ouais. On est capable, nous autres, d'arriver. Tu dis pas, mettons, c'est un hit. Pas nécessairement, mais on se dit, l'aime. hey, celle-là, est hot. En choix, des fois, Alex, il dit des phrases comme, celle-là, elle va payer un loyer. Okay, c'est une farce, en le sens qu'on n'a jamais contrôlé qu'est-ce qui est devenu une tune hot. Mais il aime ça, dire ça. La réalité, c'est que là, leçon d'humilité, tu l'envoies à toutes tes centaines de Patreons, puis là, les notes, c'est 0 sur 10, puis là, t'es comme, oh! C'est pas si bon. On était pas mal. Pas qu'elle est pas si bonne. C'est juste ça rejoint pas le monde. Okay? Des fois, c'est le texte, des fois, c'est la tune. C'est bon que tu fasses ça parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Non. Moi, je sais que je suis très précieux avec, mettons... Protéger ton art? Ben, pas protéger mon art, mais tu sais, je vais choisir à qui je vais envoyer. Je serais pas game de pogner mes tunes. C'est comme me mettre à nu, là, tu sais. Je vais l'envoyer à certaines personnes que je sais que, bon, sont musiciens ou ils me connaissent, ou tu sais... Peut-être pour me protéger un peu, mais je serais pas game. Moi, quand j'envoie l'album est envoyé. C'est ça. C'est ça. Faites ce que vous voulez avec ça. Mais tu te mets quand même à nu en le faisant, parce que là, le monde qui vont l'écouter, cet album-là, ça se peut qu'ils l'aiment pas aussi. Ça se peut qu'il y ait des trucs qu'ils n'aiment pas. Fait qu'on le fait quand même, le processus. C'est juste qu'on admet avoir donné tout le travail qu'il fallait donner avant que ça sorte. C'est sûr, certain. C'est un peu ça. Puis, mettons une tune que tu apprécies vraiment, là, vraiment, puis qui pogne zéro. Est-ce que tu te dis, hey, moi, j'ai le goût de la mettre sur l'album, je la mets pareil, ou tu y vas avec? Donc, la preuve qu'il faut pas faire ça, c'est qu'on a sorti avec Neve Campbell un mini-album qui s'appelle Re-Neve Campbell, qui était quelques tunes que le monde n'avait pas choisies dans le processus. Puis c'est l'affaire qui a le moins marché de Rouge Pompier ever. Fait que ton processus... Puis moi puis Alex, sur le moment, on était comme, ça, c'est les trucs que nous, on aurait mis sur nos albums que le monde n'a pas choisi. Puis le monde nous posait la question, on l'a fait et que ça n'a pas marché. Ah, c'est bon, hein? Ah non, c'est comme, le monde est comme... Fait que le processus est quand même fiable. Là. Le succès de Rouge Pompier là, est facilement explicable par, on a pré-testé les tunes avec tout le monde. Pareil comme quand ils font des films, puis ils font des genres de... Comment je sais ce que tu veux dire. Le montage n'est pas tout fini, mettons. Ils font une présentation devant un public test. C'est ça, pour vérifier un peu la réaction. Puis après ça, ils vont ajuster des affaires un peu. C'est ça. Fait que c'est ça. Très hot. T'avais-tu d'autres choses? Parce que là, on s'en vient au moment des cartes. Le monde va être comme... Fait que là, on va parler... Moi, je suis dans le concept de, OK, il y a des moments qui sont importants. Il y a des moments que c'est comme ta personnalité. C'est pour toi, c'est pas nécessairement pour le gain financier. C'est juste qui tu es. Ouais. Okay. Fait que, avant de passer ici, je suis allé au Jean Coutu. OK. Oui, j'ai cru entendre. Je t'ai dit, je vais être en retard un peu. Okay? Bon. J'ai regardé ça récemment dans mes affaires. T'as minute, je vais y sortir. Là. Je suis vraiment curieux de voir ce que tu as fait parce que je comprenais pas. Ça, c'est la première trop, idée que j'ai eue quand tu m'as invité au podcast. OK. Puis, je l'ai faite. Attends, je vais pas tout de suite montrer ça. Fait que quand tu m'as dit, hey, je fais un podcast, collectionneur, archive, chose que. Bon, tu m'as expliqué un peu le concept. Là, j'avais des idées, mais la première idée que j'ai eue, c'est la suivante. Excuse-moi, c'est un peu. Correct, prends ton temps. Ça. OK. OK. Je découvre que c'est des. Je cache que c'est des photos, mais. Fait que là, toi, tu portes présentement un T-shirt de Macho Man. Ouais. Puis, quand tu m'as dit, Jess, quand tu vas venir, tu vas peut-être vouloir ouvrir de la lutte, etc. À date, on n'en a pas parlé. Non. Mais ça te surprend pas maintenant, gens qui écoutent ce podcast, que je suis un fan de lutte. Oui. Okay? Jess, c'est un grand fan de lutte. On parlait de méchant puis de gentil tantôt. Là. Ouais. OK? Toute la vie peut être résumée avec la lutte. Ouais. Je pense que c'est une des plus belles formes d'art qui existent sur la planète. Ça fit avec la musique. Quand tu as un band, tu peux former ton band, tu peux l'amener comme si c'était de la lutte. La relation de couple, même affaire. Le pire, c'est qu'on s'en est parlé il y a pas longtemps. Puis Martin Vachon et Frank Grenier, des sportifs, c'est des gros fans. Gros fans de lutte. J'ai déjà écouté de la lutte avec Vachon dans un party de gang. Il était là. J'ai osé y en parler. Non, mais écoute, pour vrai, c'est des gros fans. Puis à chaque fois, j'ai pas le temps d'écouter la lutte. J'ai pas le temps. Mais ils ont fait un gathering un peu à Saint-Jean. Puis ils ont mis SummerSlam. Nice. J'ai tripé, mon gars, là. Nice. Avec, c'était... John Cena. John Cena et
Le blond, là. Oui, Cody Rhodes. Cody Rhodes. Ouais. Le frère de Goldust. C'est ça. OK. Exactement. Je connais ma lutte un peu. Fait que la lutte, ça va chercher les mêmes nerds qui aiment ouvrir des cartes, Ouais. qui trippent sur des t-shirts des fois qui sont pas cool. Ouais. Il y a des vieux t-shirts de Razor Ramon à l'époque qui sont lettres, mais que le monde cherche à l'infini. Ouais. Il y a des trucs qui ont mal vieilli aussi. Oui, il y a du collectionneur en tabarouette dans la lutte parce qu'il y a des moments qui nous marquent, un peu comme un film, là, comme SOS Fantôme. Puis là, t'es comme, moi, je me souviens d'avoir vu ça avec mon père, ça m'a marqué. Puis là, soudainement, t'es comme, je pourrais avoir la ceinture, une copie de la ceinture, ou je sais pas trop, des affaires comme ça. Bon, moi, j'ai hâte de voir. Moi, en 2005, OK, j'ai été à un des premiers Raw qui a été diffusé à la télévision, tourné à Montréal. OK. Et j'étais là. T'étais là aussi? Oui, j'étais là aussi. Il y a eu ce journée-là, parce qu'il y a eu des moments avant, là, en 97, il y a eu No Way Out, je pense, en 99. Non, mais il y a eu aussi le Screwjob. Il y a eu le Screwjob, c'est ça. Fait que ça, c'est eu des moments télévisés, mais ils étaient plutôt rares. Ouais. OK? Mais quand ils sont arrivés à Raw, je travaillais au Centre Bell. J'ai réussi à avoir des billets, mais des bons billets. OK? Puis là, ça a été la première fois que j'ai apparu à la télévision de Raw. Oh! Pendant un des plus grands moments de l'histoire de la lutte, c'est une promo heel de Shawn Michaels, parce que c'est la première fois qu'il revenait à Montréal depuis le Screwjob. OK. Puis là, Shawn Michaels, c'est le méchant dans cette histoire-là. Le Screwjob, pour ceux qui n'ont pas compris, vite, là, c'est comme une des premières fois que la lutte, c'était vrai. Ouais. Dans le sens où Bret Hart, il était supposé de gagner, puis... Parce qu'il se retirait. Parce qu'il se retirait, puis backstage, ils n'ont pas dit, mais ils se sont arrangés avec l'arbitre. L'arbitre n'a pas compté comme il fallait. Ils ont fait gagner Shawn Michaels à la place, puis ça, c'était une vraie histoire, c'était pas arrangé. Puis là, ça exposait la lutte au monde entier. C'est ça. Puis ça s'est passé à Montréal. Puis là, Shawn Michaels, c'était le méchant là-dedans qui avait trahi son ami. Ouais. Puis là, Shawn Michaels, on est en 2005. Ouais, c'est ça, 2005. Il arrive pour une des premières fois à la télévision, devant Montréal. Le monde le détestait avant même qu'il dise un mot. Puis il a fait une promo qui a duré genre une demi-heure de temps. Une des promos sur Internet la plus regardée dans le monde entier, comme étant connue comme une promo heel d'un vrai méchant qui était comme « Allez chier Montréal Ah ouais, hein? ». J'ai été content de faire ça. J'ai bien fait. Puis là, à un moment donné, dans cette promo-là, la toune de Bret Hart part comme si Bret Hart allait faire un retour à Montréal, mais c'était lui qui nous niaisait. Il était comme, pensez-vous vraiment que Bret Hart va être là? La toune, à part une deuxième fois, le monde, ça va être vrai, là, finalement, Hulk Hogan, non, tu sais. La promo la plus méchante qui a pu exister, qui s'appuyait sur un fait vécu. J'étais là. C'est tellement bon, par exemple. Comment tu peux ne pas quand même aimer Shawn Michaels? Est-ce que c'est bon? C'est tellement bon. En tout cas, je parle de la lutte. Je suis un fin connaisseur. Oh, okay? oui. On dit que je fais partie de l'élite. Oh, oui. Okay? Oui. Tu parles souvent de la plèbe et l'élite. Bon, ben moi, je fais partie de l'élite parce que pendant que Shawn Michaels... c'est bon, man! Pendant que Shawn Michaels fait sa promo, il y a ce shot-là dans sa promo. Puis tu vois que t'es dedans, là. C'est comme, va chier, asti que c'est bon. Hey, c'est vraiment bon, man. Regarde, c'est quoi le T-shirt que je porte? C'est quoi? C'est ça, là. T-shirt que j'ai apporté tantôt. Tout est dans tout. Hey, mais à la TV, avec un chandail... Un chandail d'extérieur, front row. Hey, c'est en train de le détester. C'est tellement bon. Fait que là... Et t'as Dan d'extérieur ici. Ben oui, j'ai vu. Ici, ça, c'est mon ami Étienne qui est dans le premier clip. C'est un ami à moi, puis il est dans le clip où il pète, ce gars-là, puis tout, là. Fait que là, on est front row, puis moi, je suis là en train de... J'apparais quand même souvent dans le shot, OK? Ouais. Hey, mais tu te rends compte aussi que ça c'est Jesse d'Autobus. Ça, c'est très Jesse d'Autobus. Ici, j'ai une deuxième shot de cette promo-là avec Shawn Michaels que ça a tellement été long qu'il a fini par se déshabiller. Il est arrivé en cravate, il a fini par enlever tout son linge tellement que c'était long. Puis, il y a moi ici, derrière, j'ai une pancarte dans les mains. La pancarte, ça dit « J'ai faim ». Parce qu'à l'époque, il fallait que tu amènes une pancarte, mais tout le monde avait des pancartes un peu évidentes. Là. Stone Cold, 316, tout le monde avait des pancartes. Moi, j'ai juste apporté une pancarte. Fait que là, je suis dans la TV de même, puis tu vois juste une grosse pancarte pendant sa promo, puis c'est écrit « J'ai faim » en français. On trouvait ça drôle d'avoir des pancartes en français parce que c'est la première fois que la lutte allait être à la télé à Montréal. Fait que là, on chantait des trucs en français. Moi, j'avais une pancarte « J'ai faim ». J'ai trouvé ça malade. C'est super bon. Hein. Fait que ça, je t'allais faire imprimer ça pour pouvoir le présenter. Mais t'as bien fait d'arriver en... Ben, t'es pas arrivé en retard, mais tu me dis, je vais être un peu en retard. T'as bien fait. Ça vaut la peine? Ça valait la peine. Là, le temps passe, OK? Les années passent, je continue d'être l'élite de la lutte. Ouais. OK? Moi, je fais pas partie de la plèbe. Non. Puis la preuve que je fais partie de la plèbe, c'est que
quand il y a eu Elimination Chamber récemment, ils sont venus pour 2 jours. Ils ont fait SmackDown, Elimination Chamber. Puis dans le SmackDown, dans le moment le plus émouvant de la carrière de Sami Zayn, où il arrive, puis là, Montréal au complet l'accueille comme un héros parce que le lendemain, il va faire un match contre Roman Reigns qui est pour le champion du monde. Puis c'est rare que des Québécois se rendent là. Puis là, lui, dans le monde entier, il est connu. Là. Puis nous, on est fiers de lui. Il arrive, il y a une ovation qui dure une demi-heure. Puis dans l'ovation, t'as ça. Je l'ai vu. Tu l'as posté, celle-là, cette photo-là. Pendant qu'il pleure, il y a une larme, là, tu sais, là. C'est un mouvement touchant de la lutte. Puis à un moment donné, ça switch à moi. Puis ça, pour faire un lien avec ton émission, je collectionne ces moments-là. Ah oui, vraiment. C'était une bonne collection, ça, sérieusement. Attends. C'est très hot. Puis là, t'as vraiment, tu sais, Jesse 2005, Jesse 2025, 20 ans d'écart. C'est ça. Attends une minute. C'est bien hot. Là, c'est parce que l'autre est pris dedans, là. Je viens des faire imprimer, ils sont tous collés. Ça, t'as pogné ces screenshots-là carrément sur YouTube. Ah, j'ai fait ça. C'est mon appareil photo qui filme l'écran parce que j'y arrivais pas. OK. Là, je sais pas ce qui se passe. Il y en a une autre, là. C'est comme s'il était collé sur les autres photos. En tout cas, j'en ai une autre de cette année. Ça, c'est genre... Sami Zayn, c'est genre 2023-2024. OK. Puis là, l'autre, je la trouverai pas. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Ils en ont peut-être oublié une. Ouais, parce que j'ai fait imprimer d'autres choses, là, fait que... Mais bref. OK. Mais j'en ai une autre que je suis là, je suis bien franc. C'est John Cena qui fait son dernier match à vie à Montréal cette année. Ouais. Gros plan sous moi de même. il te cherche, il te spot. Moi, je collectionne ça, bleus, là. man. T'as les cheveux bleus. Mais ça paraît pas tant que ça. Ouais. Mais... Quand je réussis à apparaître dans un show officiel de lutte, le fan de lutte en moi est comme... Ça, c'est un autre dans ma collection. Ben oui, fait que je suis très, très fier de ces moments-là. Puis je me trouve drôle parce que je me dis, ça compte juste pour moi, ça. Ouais. Mais ça compte pour toi, mais c'est tellement hot. Tu sais, je veux dire, je peux comprendre ce que tu ressens, dire... C'est une multinationale qui roule à travers le monde. Tout le monde connaît ça. Tout. Mais moi, à Montréal, j'étais là. Dans un moment important. J'ai été à TV. C'est tellement hot. Là. Parce que ces moments-là, ils vont toujours apparaître. Mettons, les autres, ils ont des sites d'archives que les gens vont aller réécouter. Ouais. Ou la promo de Shawn Michaels est sur YouTube. Il y a des 13 millions d'écoutes. Ouais. Moi, je suis comme... Ben, tu vois, en fait, le pire, c'est que il y a tout le temps des spéciaux sur les lutteurs. Ouais. Dans 20 ans, vont faire un Shawn Michaels décède, ils vont faire un spécial, ils vont peut-être monter ce promo-là. Toi, tu vas être vieux, man, dans 20 ans, tabarnouche, tu vas checker ça. C'est moi! C'est moi, ça. Mais, by the way, en checkant pour trouver les archives puis tout, dans celui-là de 2005, t'as Reg Laplanche aussi qui apparaît. OK. Qui est de même un peu, qui comprend pas trop la lutte, là, puis il est de même, qui comprend pas ce qui se passe. J'y ai envoyé, j'étais comme ça, savais-tu qu'on te revoit? On va recevoir Reg. C'est vrai? Oui, il va venir. Tu en parleras. Pour les archives de tout ce qui est Musique Plus, tout. Fait qu'il va passer, mais oui, c'était un bon point, moi, y en parler. Nice! Fait que voilà. On parle de lutte. On peut ouvrir une carte de lutte. On est-tu rendu au bout parce qu'on est rendu à la lutte. Ouais! La lutte, t'as fait tout ça. Moi, j'ai rien à faire dans ce podcast-là. Jess a tout manié ça comme un coup du roi, tout le monde en parle. Ça paraît-tu que je fais ça dans la vie? Oui. Fait que là, je t'ai amené des paquets de cartes, mais je sais que t'aimes la lutte. Fait que je t'ai amené de la vieille lutte. Ah, yes! WCW. Là-dedans, tu peux pogner une carte signée de Macho Man ou de Sting. Très cool. De la 2025. Fait que ça, tu vas plus connaître ça que moi. Yes. Mais là, je vais t'avouer que je m'en viens pas pire. Je connais les noms, je sais c'est quoi les feuds. Je t'ai amené du hockey parce que t'es goaler. Absolument. Fait on va essayer. Moi, je veux le gardien de but des Flames, Wolf. Wolf, tu peux l'avoir. Ce sera pas la carte recrue, mais tu peux l'avoir. Moi, peu importe la carte de lui, c'est mon nouveau joueur préféré. Il est cool. Moi, by the way, ça, j'étais fâché quand je suis arrivé ici. Okay? T'aurais pu amener ton chandail des Flames. Moi, j'ai travaillé pour le Canadien. Bonne équipe. Cool, là, je suis content qu'est-ce qui se passe. Mais mon équipe, à moi, c'est les Flames. Ouais. Fait que là, moi, je veux Wolf. Ouais. Parce que c'est mon joueur préféré de la Ligue nationale présentement. C'est dur à... Il est tellement hot, là, pour vrai. Je déteste... Je te l'ai dit, j'haïs les Flames. J'aime pas les Flames. Ouais. Mais Dustin Wolf, si on l'avait à Montréal, là, on a une coupe l'année prochaine. C'est fou, là. Il est tellement cool. Ah, il est cool. Il est petit, il est roux, mais il est cool. Il est malade. Tu l'as-tu vu, pas de stock? Je l'ai vu, non seulement je l'ai vu pas de stock, mais je l'ai vu à Montréal. OK. J'ai capoté sur lui. Il est minuscule, man. Il est minuscule. Il est très hot. En tout cas, moi, on va pas parler trop de hockey, parce que il y a un temps limité. Là. Ben, on fera un round 2, c'est pas grave. Mais, ce joueur de hockey-là,
là, je deviendrais le Phil Laprise ou le Preach de... Ouais. Là, combien ça coûte pour avoir une carte de lui? Là, là, c'est ça. Ça, c'est moi. Genre, sa Autograph Future Watch, qui est la première carte recrue signée. Ça, moi, là, à partir du moment où je suis comme, les cartes, ouais, c'est cool. Quelqu'un me dirait, moi, j'ai ça de ce gars-là. Là, je ferais comme, attends. Ou de la memorabilia, un bâton ou quelque chose. Genre, combien de shows de Rouge Pompier faut que je fasse pour me payer ça? Là, je serais là. Puis c'est possible d'avoir un chandail de Dustin Wolf signé, là. Tu sais, c'est pas impossible. Là. Je peux, si jamais tu veux, je peux te pogner ça sur le side, là. Ça, c'est ma corde sensible. Ouais. Puis tu peux même me demander quel chandail tu veux, le rouge, le noir, peu importe. Et j'ai amené de la AEW. AEW? Mais je connais vraiment pas beaucoup la AEW. C'est correct, c'est normal. Et puis, je sais que tu collectionnais les BD. Fait que je savais pas trop dans quel BD tu t'en allais. J'ai amené quelque chose pour... Très game. Puis tu peux... Tu sais, mettons, on n'aurait pas de temps. Là, tu peux partir avec ceux que tu veux ouvrir chez vous. Ouais. Mais on peut commencer, mettons, avec la lutte. Je commence avec la lutte. Bon. Yes! Ce que vous devez savoir avec la lutte, OK, c'est... Je le sais, là. Il y en a qui m'ont dit, tu le sais-tu que c'est fake, OK? Ouais. Ceux qui regardent ça, là, présentement, là, on est rendu... Comme arrive en ville. Ben oui, okay? c'est ça fait longtemps là, oui. qu'on a catché ça. C'est un spectacle. Là. OK, ton tu sais, stats, là, c'est fake aussi. Okay? Ouais, puis, OK, ça marche, là. On part sur cette prémisse-là. Là. On est tous sur la même longueur d'onde de dire que la lutte, c'est fake, mais c'est un esti de spectacle. Puis de toute façon, il s'en cache pas. Tu as vu le documentaire Netflix. Ça se revoit après. Hey, t'es-tu correct? J'ai fait ça. C'était cool, tu sais. Fait que, gars, il y a une partie de réalité dans tout ça. Ouais. Fait que je te confirme que... Okay, ne juge pas. Non. Ne juge pas moi. Hey, de toute façon, on juge pas. Non, c'est ça. Simplement, c'est ça. Tu fais ce que t'aimes. C'est ça, exactement. Bon. Alors, je sais que... Ça, c'est vieux, hein? Ça se peut que ce soit un petit peu collé ensemble. Oui, mais c'est correct. Ouais. Ça, OK, Goldberg vient de prendre sa retraite. Il a fait son dernier match. Ouais. Ici, on a une carte de Goldberg. Goldberg! OK. Il vient de faire son dernier match récemment contre Gunther. Oui, Gunther. Qui est un lutteur moderne, qui a été longtemps champion, puis tout ça. Puis à la lutte, il y a beaucoup une conversation sur quand tu vas prendre ta retraite, avec qui tu vas la faire. Avec qui tu vas te battre pour. Oui, c'est ça. Fait que... Sans la carte. Ah oui, c'est ça. Ça sent quand même le vieux. Ça sent 1997. Mais j'adore ça. Ouais. Puis ça, c'est une époque où Goldberg était non seulement fort, impressionnant, mais il était protégé. Ouais. Ce qu'on veut dire par protégé dans la lutte, ça veut dire que quand venait le temps de faire un match, il fallait pas qu'il ait de l'air mou ou pas bon. Fait qu'il faisait des matchs qui duraient pas longtemps, puis ce qu'on appelle un peu des squash matchs, là, où est-ce que même si le lutteur, habituellement, il a une bonne carrière, il va bien, quand il va lutter contre Goldberg, il faut que Goldberg soit capable il a l'air de King Kong. C'est ça. Fait qu'ils l'ont protégé pendant longtemps. Ouais. Ça a fait de lui une légende. Ouais. Évidemment que là, il a vieilli. Il look bien physiquement encore aujourd'hui dans sa cinquantaine, mais dans son dernier match, ils l'ont comme pas vraiment protégé. Ah, OK. Il a fait un long match. Oui, plus long que ce qu'il faisait il y a 20 ans, mais surtout, il n'a pas eu de l'air très, très bon. Fait qu'il aurait peut-être il aurait dû peut-être prendre sa retraite avant. Quoi qu'il fait ce qu'il veut. Ouais. Mais. Tu sais, tu regardes Ric Flair. Tabarnouche, quand il a pris sa retraite, là, c'était. Sauf que Ric Flair, c'était son personnage plus que le physique. Oui. Goldberg, c'était le physique. Ouais. Puis là, tu sais, il a un genou faible. Il n'arrive pas à faire ses moves. Ouais. Ça fait un peu pitié. Parce que je me souviens que dans le temps, là, un spear, c'était fini. Là. C'est ça. Bang, tombe à terre. Exactement. That's it. Undertaker, même affaire, son dernier match. Ouais, c'est ça. On veut pas voir nos héros en train de mourir. Je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien d'accord. C'est ça. Mais je pense que c'est normal qu'à un moment donné, ils prennent leur retraite, puis il faut qu'ils fassent une décision, puis ils s'accrochent à ça. Ça a été toute leur vie. C'est ça. Fait que voilà. Sick Boy. Sick Boy, je ne connais pas Sick Boy. Moi non plus. Fait qu'on est à la même page là-dessus. Sick Boy, ça a dû être une figure rapide de la lutte de la WCW, mais... Ben, c'est parce que des fois, en arrière, j'aurais pu avoir un effort. C'est parce qu'il ressemble à... Brian Lee, qui a fait le match à SummerSlam en 94 des deux Undertaker. Il y a eu un moment donné un match Undertaker. Oui. Il ressemble au gars qui aurait fait le deuxième Undertaker. C'est juste que ça serait sa carte avec son nom de cette époque-là. Hey, mais t'as raison. C'est vrai que ça se peut que ce soit ça. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui n'avaient plus de job dans la WWF dans le temps, qui ont passé dans la WWF. Fait que tu vois du monde apparaître, c'est comme, shit, je l'ai vu en tel personnage. Ou, le faux Diesel, oui, c'est ça. C'est Kane? Bonne question, je me souviens plus si c'était... Oui, je pense que oui.
pense que c'est Kane. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, tout est dans tout. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu veux renouveler ton personnage, des trucs comme ça. Là, ça s'appelle Sick Boy. Je vais aller vérifier, mais peut-être que je dis pas de la merde. Non. En tout cas, on verra. Ça se peut. Je te fais confiance. Là, ça l'a un petit peu fait un petit... C'est peut-être un autographe. Mais c'est Bret Hart, en tout cas. Oh! Qui, à l'époque, était le US Champion. Fait qu'il avait switché, justement, après l'histoire, ça donne bien qu'on parlait de ça. Donc, il part de la Screwjob, il s'en va à la WCW. Puis, c'était pour ça, le Screwjob, en fait. Oui, c'est ça, exactement. C'est que Vince McMahon ne voulait pas le laisser gagner puis juste donner sa ceinture. Il fallait qu'il y ait une fin d'histoire. Puis bon, c'est ça. Ensuite, mais les deux côtés, c'est correct. Oui, c'est ça. Je comprends Bret Hart de ne pas vouloir perdre puis vouloir partir en champion. Mais je comprends aussi Vince McMahon de dire Chris, tu s'en vas pour mon compétiteur. C'est ce qu'on peut dire par le match. Il est peut-être arrangé, mais l'histoire autour de comment tu fais pour devenir le champion connu puis tout. Ça là, c'est un peu plus dans la réalité. C'est-à-dire, vends-tu vraiment des t-shirts? Le monde aime-tu vraiment ton personnage? Puis là, backstage, ils sont capables de se dire ça, c'est mon bon lutteur. Tu sais, on parlait tantôt de mauvaises tunes ou de cartes. Faut que tu aies aussi des lutteurs qui sont pas mauvais, mais qui sont jamais les superstars pour éventuellement avoir des superstars. Mais ça n'en prend. T'as pas le choix. Tu peux pas être le champion si t'es tout seul. C'est ça. Fait qu'il faut que tu aies battu du monde. Fait que t'as besoin d'avoir des lutteurs qui perdent. Ouais. Ultimo Dragon. Ah oui, connais pas. Oui, moi je le connais. Toi, lui c'était dans la même veine que Rey Mysterio. Ouais. Lui gaulait, là. C'était comme des flips ses cordes. Puis, Ah oui, c'est sûr. Ben, c'est sûr que les luchas, il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Ils sont beaucoup aimés. Fait que donc, lui, c'était un genre de... Lui, il rentrait, là, puis il faisait souvent le move que quand son adversaire rentrait, partait direct, sautait de la corde, jump, backflip, whatever, là, il faisait souvent ça. Mais très cool. Content, je vais aller, justement, le paquet de cartes va me permettre d'aller faire mon petit geek, là, je vais aller sur Internet, je vais tomber dans le puits sans fond de vidéos de ces gens-là. C'est ça, là, l'affaire, c'est que tu vas partir pour une carte, mais là... C'est ça. Là, tu vas... C'est quoi, en 92, le chaque gros tu vas match? me texter à 1h30 du matin. Hey, j'ai trouvé ça! C'est ça, exact. On finit ça avec le Giant, qui est le Big Show, en fait. Paul Wright. Oui, c'est ça, qui a été plus connu. Il a fait le début de sa carrière à la WCW, connu pour avoir, mettons, apparu sous le ring. C'est-à-dire qu'il a fait un trou dans le ring, puis il est apparu de même. C'est quand même assez malade. Il est devenu après ça le Big Show. Là, de ce temps-là, on le voit encore un peu dans les luttes plus indépendantes, comme la TNA. Là. Fait qu'il est encore actif dans le réseau, on le voit. Mais c'est sûr que... Moi, je l'ai vu, ce gars-là. J'étais à un Raw non diffusé. Pas un Raw. C'était un événement non diffusé en 99. Puis c'était... le dernier match, c'était Mankind contre The Rock. Wow, OK. Très hot. Là. Puis t'avais Big Boss... Big Boss Man contre The Rock. Puis Mankind était venu faire un show avec Al Snow. En tag team avec un autre gars. Pour un pas diffusé, c'était hot. Très hot. Puis j'avais rencontré Mick Foley avant. Puis... J'étais, tu sais, où les lutteurs sortent, mettons, là, mais pas l'entrée, quand ils sortent. Je comprends, oui, absolument. Bref, un moment donné, j'écoute, c'est cool, c'est un match moyen. Je m'en vais dehors, c'est Big Show. Il est juste à côté, mais s'il est à côté sur le mur, je suis 5e banc, la tête, elle m'arrive là. C'est ça. Puis j'ai demandé une photo. J'ai pris une photo avec un appareil jetable que j'ai pu, mais sa main, là, j'avais 15 ans dans le temps, 14 ans. Sa main, mon gars, là, c'est 2 fois ta face. Là. Ça n'a aucun sens. J'ai rencontré Big Show. C'est... En vrai, on a des vidéos de ça. On est backstage, VIP avec eux autres. On a pris des photos. Dan, le drummer de Extérieur, on a une vidéo où est-ce qu'il pogne en headlock de même, puis tout là. Non seulement massif, impressionnant, mais il était gentil. J'ai pris une photo, puis j'ai fait imprimer la photo. Quand j'ai travaillé au Centre Bell, puis ils sont revenus, je suis allé le voir, puis j'ai fait signer ma photo avec nice. Que j'ai pas apporté. J'aurais dû apporter c'est très cool, c'est très cool. Je suis pas un... Je suis l'élite de la lutte, OK? Oui. Fait que là, on va y aller avec la lutte, puis ça, c'est de cette année. Fait que tu vas vraiment... Parce que la dernière fois que je suis allé à la carte cachée, j'avais ouvert un peu de lutte. Mais il y avait pas... On n'a pas beaucoup de WWE. Non, c'est ça que tu m'avais dit. C'est ça, parce que Tops, c'est dur d'avoir les produits quand même. D'accord. On en a de temps en temps, mais j'ai gardé le summum pour l'élite de la lutte. Oui. OK. Oh, yes! Là, ça commence. Là-dedans, on peut avoir des signatures, des numérotés aussi. OK. Je fais un peu de place. Yes. Là, il m'avait dit de pas mettre ça ici, puis je l'ai mis là. Ben, c'est pas grave, gars, là, tu le mets là. Depuis tantôt qu'il doit se dire dans le bout. Non, Charles, il serait passé. Inquiète-toi pas, il serait passé. On commence avec une de nos plus grandes stars de Montréal, Maryse. Oh! Fait que j'ai aussi une photo avec Maryse, montréalaise, mariée avec The Miz. OK. Elle a fait l'espèce de télé-réalité, c'était pas Tough Enough, c'était The Next Diva.
Oui. Puis bref, elle a été connue comme ça. Puis elle a rencontré The Miz qui était à l'époque, puis ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, puis tout. Mais on les appelle le hit couple. Okay. Mais c'est hot. On est content que ça soit une Montréalaise qui soit une des femmes les plus connues. Elle lutte plus beaucoup. Elle a lutté, je pense, l'année passée, peut-être une fois pour un match. Elle est dans le documentaire qu'ils ont sorti, je pense, avec The Miz. En fait, ils ont une télé-réalité ensemble, les deux. Non, mais je parle... Oui, mais le documentaire qu'ils ont sorti sur la lutte, là, ça a passé, là, c'était avec Triple H. Ouais. Et ils sont dedans un moment donné. Tu vois arriver à un événement. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment comme... C'est des légendes, mais c'est vrai qu'ils sont plus couramment en train de lutter. Ouais. Mais on est vraiment fiers. Ils sont dans l'univers de la WWE. C'est ça. Puis quand The Miz apparaît à Montréal, tout le monde chante « On veut Maryse ». Clap, on veut Maryse. Je suis très content de cette carte-là. On a Mike Rotunda, WrestleMania. Ça, c'est quand même une cool. OK, Mike Rotunda. Ça, c'est un vieux? Oui. Lui, il est devenu éventuellement le IRS. Le gars de l'impôt. Ah, ben oui, le gars de l'impôt. Mais c'est le père de Bray Wyatt qui est décédé, récemment. Et Bray Wyatt, c'est quoi son alter ego? Là? C'était The Thing? The Fiend, je ne sais pas comment dire. Mais en tout cas, bref, il y a un personnage. On sait que c'était vraiment lui. Les deux apparaissent plus. C'est ça, exactement. Son frère a repris un peu comme ça s'appelle le Wyatt Six, là, qui est comme le côté un petit peu théâtral, mystérieux, puis tout de la lutte. Le côté Undertaker moderne, c'est eux autres. Ça, c'est le père de ces enfants-là. Je te dirais, le IRS, là, c'est le gars que j'aimais le plus tapocher au Sega à WrestleMania. Le son qu'il faisait, là, t'arrêtais plus. Ah, si, j'aimais ça. C'était mon préféré à tapocher. C'est hot. OK, ben parlant du Wyatt Six, ça, c'est dommage hot. OK. Lui, là, son nom ici, c'est Oscus, mais c'est comme son ancien nom. Là, là son vrai nom aujourd'hui. Là, c'est un nébuleux, lui. Non, c'est ça. C'est écrit petit en tabarouette, là. Son vrai nom, il n'est pas écrit là-dessus. OK. Lui, il fait partie du Wyatt Six maintenant, puis ils ont comme changé son nom. OK. À moins que ça soit ça. Mais c'est ça. C'est juste que c'est obscur parce qu'ils ont comme des personnages. Lui, il a été connu beaucoup dans la NXT. Puis après ça, quand il est arrivé dans le Wyatt Six, c'est comme son champion, genre souvent champion tag team, toute la patente. C'est un bon lutteur, mais c'est comme le gars que personne... C'est le bassiste du band. Ah, ok, je comprends. Ouais. C'est que dans le band, c'est comme... S'il rentre tout seul, c'est comme... C'est ça, exactement. Okay. Ce lutteur-là, quand il est en train de lutter, le monde sont comme nice. Ouais. Mais s'il est tout seul, s'il passe, personne ne le reconnaît. C'est pas lui qui à l'épicerie, ils vont dire « Hey man, on aime ce que tu fais. » Exactement ça. C'est bon lutteur. Il y avait un bon personnage dans la NXT qui parlait beaucoup. Puis ça, ils ont enlevé ça. Maintenant, c'est un personnage qui parle plus. Il est bien obscur. Fait en tout cas, ça, j'ai pas trop compris. Puis ici, on a Edris Enoff de la NXT. Je ne connais pas Edris Enoff. Et pourtant, j'ai regardé la NXT récemment. Fait que je vais falloir que j'aille faire mes recherches. Parce que je suis surpris de ça. Tu vois, moi aussi, je suis surpris. Je pensais que tu étais l'élite de la lutte. Mais là, lui... Mais ouvre l'autre paquet. Ouvre l'autre paquet de la lutte. On va voir si... Parce que là... Mais tout ça, c'est des cool cartes. Oui, vraiment. Ben ça, c'est un produit... C'est du high-end là, dans la lutte. Il y a plus high-end, là, genre des boîtes que tu peux avoir 6 cartes dedans, puis c'est toutes des signatures. Là, des affaires. Mais ça, mettons, pour les collectionneurs communs, ça, c'est ce que tu veux. J'adore ça. Ouais. Ah! Et tu connais? Ridge Holland, OK. Ridge Holland, je pense qu'il est blessé. Mais je pense qu'il est blessé puis ils l'ont renvoyé. Je pense que c'est ça qui s'est passé récemment. Mais Ridge Holland, il a été quand même cool dans les 2-3 dernières années. Il était avec le Gunther, que je t'ai parlé tantôt. Gunther, pendant un temps, il y a eu une équipe. Il y avait Ridge Holland qui était avec lui. Puis c'était Imperium. Puis là, il rentrait. Puis ça a été longtemps la faction, ce qu'on appelle la faction. C'est comme le groupe de lutteurs le plus puissant pendant longtemps. Lui, il était champion. Les autres étaient champions tag team. En tout cas, bref. Ridge Holland, très bon lutteur. Il a vraiment fait des cool matchs. Mais c'est comme si... Il y avait tellement des bons lutteurs autour de lui, il n'a pas été capable de percer. Il n'a pas shiné autour de ça. Il n'a pas shiné à cause qu'il était dans l'ombre de d'autres, mais très bon lutteur. Très bon, Puis, on ne sait pas, il peut devenir quelque chose d'autre. Ça peut être un autre... ou un feud qui arrive avec quelqu'un, tu es comme, oh shit, ça des fois, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Des fois, c'est un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose dans ta vie pour que le monde commence à se référer à toi. Des fois, c'est juste un move. C'est ça. C'est ça. Mais, tu sais, tough guy. Là, pas grand, gros, mais tough guy. Un petit bulldog. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Ridge Holland, très bonne carte, cool lutteur. Oh, ça c'est... OK, Akam. Akam a fait partie d'un tag team
qui a jamais réussi à lever, puis malheureusement, on sait pas pourquoi, mais c'était l'équivalent des Demolitions à l'époque. Avec les pics pis tout. Ouais, c'est ça. Ce genre de tag team-là, qu'il pourrait pas individuellement être dans un match tout seul, mais en tag team, lui puis l'autre, je ne sais plus son nom, il était incroyable, les deux ensemble, ils étaient gros. Un peu comme les Road Dogg Jesse James dans le temps avec Billy Gunn. C'est ça, exactement. Séparé, c'est comme, ouais, c'est cool. C'est ça. Mais ensemble, c'est... mais bon lutteur, lui, il a la phase d'un lutteur méchant qu'un enfant de 5 ans, il se dit, lui, c'est sûr que c'est un méchant. Ah ouais. Tu comprends? Quand t'es dans la lutte, faut que t'aies une face. Ouais. Puis ça permet d'aider à ton personnage, tu sois être des méchants ou des gentils, lui, il a une face de méchant. C'est vrai. Oh, ça c'est Rikishi. Ah, ben oui. Lui, c'est toute la lignée on sait là... Le père des Usos. C'est ça, ouais. Qui a il a été connu sous un nom, je pense que c'était... je l'ai vu récemment, en plus, SummerSlam 94... il a Fatou, c'est tout ça? Oui, je pense. Bref, il y a eu plusieurs personnages, mais un de ses personnages les plus connus, c'était Rikishi. Ouais. Puis moi, je me souviens juste du move qu'il faisait qui crissait les fesses dans la face. Exactement. Puis c'est ça qu'on vient de dire. Par un lutteur va devenir connu à partir du moment où tu peux comme nommer l'affaire qu'il faisait, le gros move de ses fesses. Avec la danse. Exactement. Fait que voilà, les années 2000, il a été champion intercontinental. Rikishi. Qui aujourd'hui a assisté récemment à la victoire de son fils, qui est devenu champion du monde. Nice. Puis là, il y a des images de lui qui regarde la télé quand son fils devient champion. Ah ouais, hein? Pleure, je comprends. Puis, c'est un beau moment. Beau monsieur. Puis après ça, le plus grand lutteur de tous les temps présentement, Roman Reigns. Roman Reigns! Il est dur à battre au PlayStation, le tabac. Lui, c'est le lutteur qui a sa cote quand tu joues avec, il est à 100. Oui, je sais, il est dur à battre. C'est le seul. Je me suis mis un petit peu, quand j'ai écouté SummerSlam, je dis, je vais aller acheter la lutte. Moi, je suis de même. Là, là, j'achète la lutte, puis je crée mon bonhomme. Je le fais un peu punk, c'est nice. Mais il est tough. Roman Reigns, c'est le personnage qui ont le plus protégé quand on parlait de protéger quelqu'un dans les dernières années. Ça a été dur avant qu'on se rende là. Ils se sont rendus à un moment donné où il a été champion pendant à peu près 1100 jours. Puis ils l'ont tellement protégé. Ils font une liste des 500 lutteurs à chaque année. Il est tout le temps maintenant numéro 1. Puis en fait, on le voit rarement. Il le protège. Quand ça arrive, il faut que ça soit important. Il ne faut pas que ça soit pour rien. Il faut qu'il arrive pour régler quelque chose. C'est lui qui règle les affaires. On l'appelle le Tribal Chief. C'est lui qui est le boss. Là, comme The Rock dans le temps. Comme The Rock, c'est ça. 2006, mettons, The Rock était devenu le boss. Exactement. Fait que Roman Reigns, si tu n'as pas suivi la lutte, ça se peut que les gens autour de toi connaissent quand même Roman Reigns. C'est l'équivalent de John Cena il y a 10 ans, l'équivalent de The Rock, l'équivalent de Steve Austin, de Hulk Hogan. C'est le Hulk Hogan d'aujourd'hui. Voilà. Très cool. J'irais... Oui, vas-y. Juste à dire que j'avais apporté d'autres affaires. Vas-y. Mais juste te montrer que j'étais quand même fan Marvel Comics. Oui. C'est pour ça que j'avais amené des trucs. J'en avais apporté un peu parce que je suis fan, mais pas dans le sens que le monde peut penser. C'est pas à propos de je veux une version rare. C'est plus parce que moi, dans ma vie, j'ai déjà eu un basset, un chien, un basset hound. Caroline? Oui, Caroline. Puis ça a été l'amour de ma vie. Puis donc, j'ai su un jour qu'il y avait eu une série de Doctor Strange que soudainement, il y avait un basset dedans. Puis là, Carl, qui travaille avec moi au label, lui, il a travaillé dans un magasin de comics. Puis là, j'y ai dit, je veux toute la série. Fait que ça, c'était un peu comme un de tes clients qui arrive, qui est comme, ça, c'est mon gars préféré, mettons. Fait que... Il y a des trucs où tu vois une espèce de chien magique, c'est un basset. Il y a ça dans toute cette série-là. Puis donc, j'ai dit, donne-moi toute la série de 370 à 390 où on voit le chien. C'est ça. Ça, c'est mon type de collection. C'est mon type de tripper. Fait que c'est pas que je trippe sur Doctor Strange. C'est que je trippe sur l'événement avec le basset. Pendant un temps, il y a eu un basset là-dedans. Ça a été la même chose avec... Un moment donné, j'ai demandé à Carl, moi j'ai pas d'enfant, toi tu as 22 enfants. 22. 22 et des poussières. Moi j'ai pas d'enfant, j'ai 46, mais je sais que dans ma vie, j'ai projeté comme n'importe qui, est-ce qu'un jour j'aurai une famille ou pas, tu sais. Là, j'ai pas de famille, mais je me suis quand même posé la question, étant un grand fan de Superman, est-ce que Superman a déjà eu des enfants? Est-ce qu'il y a eu une histoire à quelque part, ou est-ce que Superman a été capable d'avoir un enfant? Il y a eu ça dans le film de 2008. Il y a eu un Superman qui ont fait qu'à la fin, il découvre que l'enfant, finalement, c'est le sien. Ça m'avait beaucoup ému. Parce que quand t'es petit, ton père, c'est un peu Superman. Il est capable de tout faire. C'est ça. Puis là, j'avais trouvé ça touchant qu'il y avait un enfant pour vrai, que son père, il pouvait tout faire. C'est ça.
Ah ouais, ça m'avait fait capoter. Ouais. Puis j'avais demandé à Carl, ça existe-tu dans d'autres histoires? Puis il m'a dit oui, il y a une série de Superman où est-ce que Superman a une fille. OK. Supergirl. C'est pas Supergirl, la cousine. Non, ouais. C'est sa fille. Puis, donc, c'est un univers un peu bizarre où est-ce qu'elle est comme « Je suis ta fille ». Puis là, je vais essayer de trouver comme un genre de... Elle a de l'air de ça, là. Elle a comme, elle est comme toute... son saut est tout noir. Carl, il faut elle a comme les cheveux courts. Il faut qu'il connaisse ça, là. Ah ouais, Carl, c'est un master. Je salue Carl en passant. Fait que côté geek, là, côté collectionneur, puis tout, là, quand vient le temps de parler de trucs qui vaut de l'argent, faut pas que tu plies les coins, puis toute la patente. Là. Mais ils sont super bien conservés, sérieusement. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça, dans ma série de comics, c'est moins à propos de ce numéro-là était populaire ou il est rare. C'est plus, y a-t-il une histoire qui me touche? Okay. Fait que Superman qui a eu un enfant... Puis tu parlais du basset tantôt. Ouais. Si les gens veulent aller écouter, je savais pas l'histoire que la chanson t'a chanté. C'est vraiment hot. Quand tu j'avais passé cette tune-là, elle est plus slow. Ouais. Je trippe moins ces tunes slow. Ça. Mais quand tu avais raconté l'histoire, c'est la tune Caroline. C'est ça. OK. Allez écouter ça, la tune Caroline de Rouge Pompier. Ouais. On va se laisser là-dessus. Ouais. Je te laisse les paquets. Oui. Tu m'envoies ce que tu as pogné, c'est cool. Mais on se laisse là-dessus. Allez écouter la tune Caroline. C'est un grand sensible, Jesse. Pour vrai, ça me... c'est venu me chercher. Je trouve ça tough, vous parler de elle. Oui, je sais, parce que moi, je l'ai vu une fois. Ouais. Quand on a été te rencontrer dans des bureaux, c'est la seule fois, je pense qu'elle est décédée l'année d'après. Fait que, allez voir ça, allez écouter ça. C'est donc c'est des chansons où on pense que je parle d'un amour avec quelqu'un, whatever, mais que si tu comprends l'histoire, c'est que je parle de mon chien. C'est arrivé aussi quand on a fait la reprise récemment de Sweet Caroline. Ah, ben oui. C'est Douce Caroline. Encore là, le texte. Hey man, check. Ouais. C'est fou, hein? Ah, ça me fait capoter ces affaires-là. Mais un gros merci, Jesse. Pour vrai, ça a été... content d'être là. Ça a été 1h30. Je trippe sur toutes ces histoires-là. J'aime tout le temps ça, j'ose avec toi. On se voit pas souvent. Non. Mais quand on se voit, on jase de plein d'affaires. Je trouvais que j'avais la bonne personnalité. Ah, vraiment. Je t'ai apporté un calendrier. Ben, je ne t'allais pas apporter, mais je voulais te montrer que je collectionne les calendriers du basset le plus connu sur Instagram. J'ai tous ces calendriers. Fait que je suis un émotif, je suis un doux, je suis un gentil, mais je fais partie d'un band de punk rock. Un band de punk rock, c'est un peu être badass. Puis je veux que le monde vienne assister à ça, parce que ça existe dans nos tunes, dans nos spectacles, ça existe. Ben, je m'en ai dit, t'as-tu de quoi à plugger? Ben, c'est ça, la meilleure plug, là. Viens, ce que tu as vu là, c'est une partie de nous. Le côté geek, tout ça, tu vas le retrouver dans Rouge Pompier. Fait que le 24 octobre, au Club Soda, à Montréal, viens nous voir là. C'est notre WrestleMania. Parce qu'on parle de lutte. C'est notre WrestleMania à nous autres. On le fait une fois aux 3-4 ans. Viens nous voir là. Il va y avoir beaucoup d'invités. Il va y avoir des gens le fun. Il va y avoir Pépé et sa guitare. Il va y avoir les match-ups. Il va y avoir Donald Pilon qui est apparu dans nos clips. Vincent Pic, une grosse légende qui va être là avec nous autres. Tous ces gens-là viennent. C'est notre amitié, c'est notre groupe, c'est notre gang. On va faire une petite cool party, puis c'est ça. Très cool. En tout cas, 1h30 magique. J'ai tout apprécié. Puis, merci à vous d'avoir écouté. Merci au studio. Aussi, allez vous abonner, allez liker. Ça fait toujours plaisir. Puis, c'est bon pour les reach et tout. Fait que, on se voit à un prochain épisode de Cartes sur table.